Bonsoir. Le champion des champions édition 2022, c'est Bamboutos de Bouda. Les Mangwa Boys ont pris leur revanche sur les cotonculteurs sur la même marque, 1-0. 3 semaines après la Coupe du Cameroun, c'est dans les montagnes de l'Ouest au stade Kwekong de Bafoussam, dans une ambiance électrique, qu'a eu lieu la chaude empoignade entre les deux finalistes. Ce premier titre national obtenu par Bamboutos de Bouda est-il galvanisant en ce début de saison? Le championnat MTN Elite One bat son plein. Selon certains observateurs, le football local reprend des couleurs et le retour des supporters dans les stades est sans nul doute un plus à la beauté du championnat. La mise en lumière et la grande communication autour de ces différentes rencontres donnent une coloration particulière à notre football local. Des faits à mettre à l'actif du nouvel exécutif à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Quel regard justement sur cet exécutif aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait par le passé? Le football local migre-t-il effectivement vers la professionnalisation? On en parle ce soir, sans jeter un regard sur la grand-messe du football mondial qui va démarrer dans 24 jours au Qatar. Le Cameroun, logé dans la poule G, est-il prêt à venir à bout de ses adversaires au regard de sa prestation lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et plus récemment lors des matchs de préparation? L'équipe Fagnon, telle que nous la voyons aujourd'hui, peut-elle ou va-t-elle jouer les 7 matchs tels qu'annoncés par le président de la Fédération camerounaise de football? Ces questions et bien d'autres, je vais les poser à notre invité de ce soir. Il est footballeur, ancien lion indomptable, il est champion olympique, il a fait partie de la QV Sydney 2000. Il a fait une belle carrière en Bundesliga. Après, il est allé en Allemagne, en Angleterre, en Russie, en Grèce. Il a fait un tour également en Pologne, au Koweït, à Oman. Il est aujourd'hui à la retraite et ce depuis 2015. Serge Branco est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs de STV. C'est un honneur pour moi et c'est toujours avec plaisir que j'accepte de venir ici dans la maison de STV qui est une télévision qui monte et une télévision qui a beaucoup de charme. Donc ça serait toujours un plaisir quand vous ferez appel à moi de répondre présent. Merci beaucoup, c'est noté. Alors, on entre dans le vif du sujet. Revanche de Bamboutos le 22 octobre dernier à la Supercoupe face à Coton, qui était son tombeur, on le sait, à la Coupe du Cameroun, ou alors c'est simplement la réalité du football? Je penserais plus à une revanche parce que quand on a vu la finale, j'ai eu la chance d'être présent au stade à la finale de la Coupe du Cameroun où Bamboutos a perdu sur un coup du sort. Donc vous savez très bien qu'à la fin du match, il y a eu cette petite appréciation, mauvaise appréciation de l'action de l'arbitre central, la valeureuse et la très bonne arbitre, la dame qui a officié ce jour-là. Et à la dernière minute, il y a eu ce petit truc qui a fait que, cette petite faute laissée par l'arbitre qui a fait que Bamboutos a perdu cette finale. Donc l'équipe de Bamboutos est rentrée à Bouda avec un goût un peu amer. Quand on sait déjà que Bamboutos avait pratiquement dominé cette finale, avait eu les meilleures occasions de but, il ne les avait pas concrétisées. Et sur un coup du sort comme ça, sur une erreur arbitrale, il faut dire, a perdu cette finale. Donc c'était un peu amer, sur un goût amer que Bamboutos est rentré à Bouda après cette finale. Et là, 2 semaines après, 3 semaines après, c'était l'occasion de prendre sa revanche. Ce qui a été fait avec bravo, parce que Bamboutos a été dominatrice, a pris le match de bout en comble et a pu gagner cette finale. Et c'était une fierté et ce n'était qu'une reconnaissance. Donc je veux dire, l'erreur a été réparée. Voilà. Ah, si l'erreur a été réparée, ça veut dire donc que ce n'était pas une erreur arbitrale. C'était une erreur arbitrale dans le concept de 90 minutes de match qu'on a vu pour la finale. Est-ce qu'il ne faut pas dire simplement que c'est la réalité du football? Parce que sur l'erreur arbitrale, les avis sont divergents. Je suis d'accord, mais je suis persuadé en tant que professionnel, en tant qu'acteur du football, et que s'il y avait que la VAR, sûrement ce but aurait 90% de chances d'être annulé. Bon, je vais peut-être dire que l'erreur n'a pas été réparée. Je vais juste dire que la meilleure équipe sur les 2 matchs a gagné. Le super champion est là, on le connaît déjà, c'est Bamboutos de Bouda. Alors vous, en tant que footballeur, que pensez-vous du jeu de ces 2 équipes? Je pense que le jeu de ces 2 équipes, c'est plus le concept du football même que le président de la fédération, le Dr Samuel Eto'o, prône.
depuis qu'il est à la tête de la FECAFOOT, c'est que les équipes aient des joueurs qu'ils ont formés à leur sein. Donc que des équipes aient des clubs de première division aient des équipes de jeunes, aient des centres de formation, aient des catégories inférieures. C'est tout cet exemple que fait Coton Sport. Donc les autres clubs de première division devraient s'arrêter ou devraient prendre l'exemple de Coton Sport. Et je pense que sur le plan du jeu, sur le plan de la formation et sur même le plan de la qualité du jeu et la formation des joueurs, Coton Sport est un peu en avance sur les autres. Mais comme c'est une finale ça se gagne, ça veut dire Bamboutos qui arrivait dans cette finale avec des nouveaux joueurs. Quand vous savez qu'à quelques semaines de la finale, Bamboutos avait libéré une quinzaine de joueurs et ils avaient recruté une autre quinzaine de joueurs. Donc c'est toujours difficile pour les joueurs de s'acclimater, de s'adapter à un nouvel environnement ou à une nouvelle tactique ou à un nouvel entraîneur. Donc je donnerais beaucoup plus de crédit à Coton Sport. Je pense qu'ils ont un jeu qui est plus posé, plus élaboré et qui tend vers le jeu et le professionnalisme que le président de la Fédération camerounaise de football, le Dr Samuel Eto'o, veut prôner au Cameroun. Bamboutos, c'est une équipe qui lutte avec ses qualités et ses armes, qui donne le meilleur puisqu'il a les millions de supporters derrière. Ouais. Et quand on a les millions de supporters derrière, qu'on soit techniquement à point ou tactiquement à point, ça ne joue aucun rôle. C'est l'engagement, on se donne à fond et on y va pour la victoire. Alors, puisqu'on parle de jeu, si on fait un petit flashback pour revivre la Coupe du Cameroun, selon vous, qu'est-ce qui a manqué à Bamboutos? Laissons l'arbitrage. Bamboutos, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe sur le terrain pour gagner cette finale-là? Ce qui a manqué, c'est le réalisme devant les buts. Vous avez vu les 20 premières minutes, Bamboutos a eu 2 occasions claires de but. Ils ont eu un attaquant qui a la personne de Kemajou qui n'était pas très en jambes ce jour. Moi, je pense qu'il les a manqué le réalisme. Sur le plan du jeu, sur le plan tactique, Coton Sport était plus en place. Mais sur le plan de l'engagement et de l'envie et de vouloir vraiment rentrer avec cette coupe, je pense que Bamboutos avait plus cette niaque et cette envie de gagner. Donc, ce qui a manqué à Bamboutos, c'était le réalisme devant le but et la concrétisation des actions que Bamboutos a eues. Et ce réalisme a manqué. C'est pour ça que l'équipe a fait défaut. Alors, c'est un premier trophée national pour Bamboutos de Bouda. Je veux comprendre quel mérite. On sait que Bamboutos, il n'est pas champion, il n'est pas vainqueur de la coupe. Et ce trophée n'ouvre aucune porte à un championnat continental, à une compétition continentale, je veux dire. Quel mérite finalement bon, j'ai entendu dire ici et là, un peu partout, que Bamboutos ne méritait pas de jouer la Super Coupe, qu'il ne fallait pas tout ça. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut toujours encourager les compétitions et les nouvelles compétitions qu'on crée ou qu'on ressuscite. Vous savez que la Super Coupe était endormie, avait été enterrée depuis très longtemps. Et le mérite revient à la FECAFOOT, à l'exécutif actuel, au Dr Samuel Eto'o, d'avoir ressuscité cette coupe. Et bon, même si on n'est pas tous de votre avis dans les Bamboutos que c'est la première coupe, puisque nous, à Bouda, on pense qu'on a gagné la coupe de l'UNIFAC, qui était une coupe peut-être moins importante, mais qui est quand même une coupe. Bon, premier trophée national. Premier trophée national, il faut le préciser. C'est une fierté, c'est toujours, vous savez, ce qui fait les grands clubs, c'est les trophées. Vous voyez aujourd'hui le Real Madrid, c'est le plus grand club au monde, parce qu'ils ont plus d'une dizaine de coupes de Champions League et une trentaine de championnats nationaux. Donc, ce qui fait l'historique d'un club, c'est les trophées. Vous pouvez pratiquer le meilleur football qu'il existe, mais si vous n'avez pas gagné de coupe, si vous n'avez pas de trophée, vous n'existerez pas. Donc, on serait content de dire à Bouda désormais qu'on a une coupe, on a la Super Coupe du Cameroun, même si c'est plus important d'organiser l'équipe, de structurer l'équipe pour qu'on puisse gagner le championnat ou la coupe nationale. C'est plus important, mais c'est déjà encourageant, c'est déjà une bonne chose qu'on ait pu gagner cette Super Coupe. Ça ferait que nos supporters dorénavant pourront bomber le torse et nous-mêmes, les ressortissants du département de Bamboutos, on pourra être fiers de notre équipe et dire qu'aujourd'hui, on n'est plus une équipe sans trophée. On a au moins 5 trophées qui est la Super Coupe du Cameroun et la première Super Coupe du Cameroun sous le président Samuel Eto'o. Alors dites-nous, en dehors du jeu, on a vu que c'était une très belle fête, surtout avec les supporters de Bamboutos de Bouda. Bel exemple. Est-ce que, selon vous, il faut le copier ou il faut améliorer ainsi un peu? Améliorer chez les autres. Ils doivent prendre l'exemple. Les supporters de d'autres équipes doivent prendre l'exemple sur les supporters de Bamboutos. Vous avez vu la finale de la Coupe du Cameroun. On aurait joué ce match au stade Olymbe, 60 000 places, ça aurait été plein. Et vous avez vu à la Super Coupe à Kouékon, à Bafoussam. Kouékon n'était pas vraiment plein. Bon, il y a eu la pluie en début d'après-midi et Kouékon, l'emplacement s'est un peu retiré de la ville. Il y a tous ces aléas-là qu'il faut prendre en compte. Mais la fête a été belle. On a vu une très bonne organisation, une très bonne cérémonie d'ouverture du match. Donc il faut féliciter ici l'équipe
marketing de la FECAFOOT, donc le responsable Benjamin Pondi, qui fait un travail agréable, qui est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Et l'exemple en est que samedi prochain au Palais des Congrès, on a le Ballon d'Or, la soirée de Ballon d'Or du Cameroun, ce qu'on ne voyait jamais avant. Donc quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Bien sûr, il faut critiquer. La critique positive, elle est bonne. Mais la critique malsaine et de mauvaise foi, c'est ça qu'il faut pas accepter. Je dis que la fête a été très belle, malgré la pluie qui est tombée toute l'après-midi à Bafoussam. Il y a eu quand même du monde. Et la cérémonie a été de feu et de beaucoup de couleurs. Donc c'était une très bonne fête. Et si on peut en avoir comme ça tous les ans, ça serait une bonne chose pour le football camerounais. Et les millions de supporters de Bamboutos également? Les millions de supporters sont toujours là, qu'il pleuve ou qu'il neige. Ils seront toujours là, que Bamboutos aille jouer en Chine. La finale de la Coupe d'Asie des Champions League, je suis sûr qu'il y aura 20 000 supporters de Bamboutos au stade. Où que Bamboutos va jouer, les supporters sont là. Et c'est déjà la première force qu'on a, qu'on devrait capitaliser dans les Bamboutos, qu'on n'arrive pas toujours à le faire parce qu'à la tête de l'équipe, il n'y a pas de personnes assez pas compétentes, mais assez... charismatiques? Pas charismatique. Il n'y a pas de personnes qui connaissent c'est quoi le marketing, c'est quoi la gestion du football professionnel, comment vendre l'image de l'équipe. Et c'est ce que j'ai essayé de faire il y a 5 ans. On ne m'a pas laissé le temps de le faire, mais j'espère toujours qu'on va pouvoir un jour capitaliser ces fans qu'on a, puisqu'on a les meilleurs fans en Afrique centrale. Pourquoi ne pas être le nouveau TP Mazembe de l'Afrique? On a la matière grise, on a les supporters, on a l'envie, on a les élites qui sont derrière l'équipe, on a tout un département qui est derrière l'équipe. Il faut juste un peu de professionnalisme, un peu de bons managers à la tête de l'équipe pour que la mayonnaise puisse prendre. D'accord. J'aimerais une petite parenthèse. Pourquoi fils unique? Je veux comprendre. Fils unique parce que c'est, vous savez, à Bouda, dans le département des Bamboutos, il y a, je crois, 17 villages et 7 arrondissements. Et c'est la seule chose, c'est la seule entité, c'est le point commun de tout le département. Il n'y a pas, comme à d'autres, dans la MIFI, ou dans le Onkam, ou dans le Ndé, ou en dehors de l'équipe, il n'y a pas un autre point d'attraction. Donc Bamboutos, c'est le fils unique parce que tout le monde s'identifie. Vous savez, par exemple, moi, je suis originaire de Bacham. Bacham, ce n'est pas la même langue, ou ce n'est pas le même dialecte que dans le reste du département. Par exemple, à Babete ou alors à Galim, on a une autre façon différente de parler. Parce que vous êtes plus proche de la MIFI. Parce qu'on est plus proche de la MIFI et de la Ménois. De la Ménois. Voilà. Par exemple, mon village, c'est la frontière entre les Bamboutos et Tchang. Donc, c'est la première ville qu'il y a après mon village, c'est Balesseng. Ah, d'accord. Donc, on est vous êtes proche de Bamendou et Balesseng. Voilà. J'ai très bien compris. Et Bamboutos, l'enfant unique, c'est l'entité, c'est l'équipe qui réunit tout le département. Et quand on va supporter Bamboutos, on ne sait pas si on est Bamekombo, si on est de Galim, si on est de Bacham, si on est de Bangang. On est tous fils uniques derrière Bamboutos. Absolument, et c'est très important. Alors, vous parliez tout à l'heure du management de Bamboutos. On sait que vous avez fait partie du staff dirigeant à une certaine époque. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Et j'aimerais savoir, est-ce que vous irez célébrer la Super Coupe à Bouda? Non, je n'irai pas, je vais répondre tout de suite. Je suis supporter d'Alam. J'aime mon équipe, je supporte mon équipe, mais je n'ai plus envie d'être mené à la gestion de cette équipe parce que ça m'a créé tellement de déboires. À fin de carrière, je suis rentré tout feu, tout flamme. J'avais des idées novatrices, j'avais beaucoup de rêves pour cette équipe. Et ces rêves ont été bafoués par des personnes sans foi, qui m'ont induit en erreur et qui m'ont un peu roulé dans la boue, c'est ce qu'il faut dire. Mais j'ai appris de cette période, je suis reparti et je me suis armé et je suis revenu pour d'autres projets. Mais je pense que ceux qui sont là actuellement font du bon travail puisqu'ils sont arrivés à la finale de la Coupe du Cameroun et qu'ils ont pu gagner la Super Coupe. Je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer. Il faut encourager quand c'est bien. Et ils se débrouillent pas mal, mais il manque à la tête de cette équipe des personnalités ressources en matière de management du sport et du football. Et dans le département de Bamboutos, ce n'est pas me faire passer pour le meilleur ou quoi que ce soit. Et je pense que je suis le seul fils de ce département qui a réussi au haut niveau dans le football et qui a joué à l'équipe nationale et qui a pu gagner une médaille d'or au niveau mondial. Donc je pensais amener ma modeste contribution pour le développement de cette équipe et de notre enfant unique. Mais comme je vous ai dit tantôt, je suis tombé sur des personnes qui n'étaient pas sérieuses, avec qui on
on est parlé dans la même direction. À un moment donné, j'ai décidé de plier bagage et je suis parti. D'accord. Mais je souhaite tout le meilleur à cette équipe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même prêt à donner des conseils? J'ai envie de comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la fracture totale? Vous êtes resté supporter, mais vous ne voulez plus aucun lien. Sinon, quels sont exactement vos rapports aujourd'hui? Bon, il faut être sincère. En début de cette année, l'équipe avait des difficultés. Il n'y avait pas d'équipe dirigeante, il n'y avait pas de moyens. Le préfet, qui est actuellement en place, a essayé de faire une assise, a essayé de regrouper tous les enfants du département pour trouver une issue à cette équipe. À ce moment, j'ai été contacté par un opérateur économique des Bamboutos qui vit aux États-Unis, dont j'ai cru que son projet était sérieux, qui m'a fait venir au Cameroun pour qu'on puisse reprendre l'équipe avec un projet bien structuré que j'ai monté. On a rencontré le préfet, on a discuté, mais c'est avéré qu'après quelques rencontres, que cet opérateur économique qui vit du côté des États-Unis n'était pas sérieux et que j'ai laissé tomber parce que... Et j'ai vu comment le préfet s'est démerdé pour faire des réunions à Douala, à Yaoundé, avec les opérateurs économiques pour pouvoir avoir ne serait-ce que de l'équipe pour affilier, de l'argent pour affilier l'équipe, parce qu'il n'y avait personne. Et une fois qu'il l'a fait, une fois qu'il a trouvé, il a mis un comité provisoire de gestion de Bamboutos, et que ce comité provisoire de gestion a abouti à trouver un président qui est monsieur, je crois, Eli Tchungan, qui est boulangerie Sakai, sans faire la publicité, et que l'équipe a commencé à fonctionner. J'étais content. Mais une fois arrivé en finale, il y a certaines personnes sorties de l'ombre qui ont toujours été dans l'antichambre de cette équipe et qui sont arrivés et qui ont dit qu'ils étaient les dépositaires, qu'ils étaient les propriétaires de cette équipe. Et ils ont repris l'équipe en main et ils ont recommencé à faire ce qu'ils ont toujours fait depuis très longtemps. Et ça veut dire chasser tous les joueurs, recruter 15 joueurs, chasser les entraîneurs. Et on ne construit pas une équipe avec ce genre de management. Donc j'ai pris du recul. Je souhaite à ceux qui sont là, qui gèrent cette équipe, et qui sont ceux avec qui j'ai eu mal en partie il y a 5 ans, je leur souhaite juste le bonheur et le succès. Et je vois qu'ils ont déjà gagné une super coupe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, donc je les encourage. Est-ce que vous pensez que c'est le propre des équipes dites communautaires? Les équipes populaires, communautaires, à Bouddha c'est différent. À Bouddha c'est différent parce qu'une fois, l'équipe avait été abandonnée. Quand il y avait eu une relégation sur le plan judiciaire. L'équipe avait été abandonnée. Et un monsieur dont je ne vais pas citer le nom a pris cette équipe, je crois, au niveau 3e division, a fait monter l'équipe jusqu'en 1re division en 4 ans. Et dès le moment où l'équipe avait été abandonnée et qu'il a pris cette équipe sur lui, sur 3-4 ans, il s'est dit à partir de ce moment-là que c'est son équipe, que c'est son entité, que ça l'appartient. Il a fait des statuts, il a fait des projets, il a fait des plans, il a fait des statuts à son nom et avec ses proches. Et quand je suis arrivé, par exemple, et qu'il fallait restructurer l'équipe, et qu'il fallait transformer les statuts en SA pour faire entrer des actionnaires et des opérateurs économiques. Ce monsieur m'a fait comprendre que non, c'est mon équipe. C'est son équipe. Pour que ça soit transformé, il faut qu'on me donne 400 millions. C'est ce que j'ai dépensé en 5 ans. Je n'ai pas 400 millions pour lui donner. Je suis allé voir certaines élites qui avaient promis cotiser ou qui avaient promis un arrangement et qui n'a jamais suivi. Et dans ce cas, je ne pouvais pas continuer à me battre contre cette personnalité qui est déjà un ami et qui est quelqu'un de très, très vaillant. Et donc j'ai laissé tomber, je suis parti. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue dans cette cacophonie et dans ce désordre. D'accord. Parlons un peu du championnat à présent. Est-ce que vous avez... Forcément, vous suivez le championnat. Est-ce que selon vous, championnat et coupe cette saison, ou alors la saison dernière, est-ce qu'il y a des innovations et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle saison? Des innovations. Déjà, c'est de l'année dernière. Ça ne peut que se passer mieux cette année. Parce que cette année dernière, c'était un championnat d'urgence. D'urgence, oui. Vous avez vu, il fallait le jouer sur 4 mois vite fait. Rapidement. Il fallait prendre les choses, loger les gens, nourrir et tout. C'était vraiment le président de la FECAFO, le Dr Samuel Eto'o, a trouvé une situation d'urgence auquel il fallait paraître. Et il a tout fait pour que le football puisse se jouer. Parce que ça fait des années qu'on ne jouait plus au Cameroun. C'était malheureux, le football était à l'agonie et c'était enterré. Donc il fallait déjà ressusciter cette envie, il fallait déjà remettre les joueurs sur les pelouses. C'est ce qu'il a essayé de faire avec brio. Et maintenant, cette année, on va dans un championnat structuré. Vous avez vu que le programme de toute la phase allée, de toute la saison déjà été sorti, ce qu'on n'avait jamais vu avant dans le football camerounais. Vous avez vu que les dates des matchs des coupes, les dates des trêves hivernales ou trêves d'été sont déjà sorties. Ce qu'on ne voyait jamais avant dans le championnat camerounais. Vous avez vu qu'il y a une super coupe qui s'est jouée. Il y a une soirée des ballons d'or qui est programmée au Palais des Congrès. C'est ça qu'on appelle aller
crescendo vers le professionnalisme. C'est ça qu'on appelle jouer au football dans un pays. Ça veut dire que des acteurs du football doivent tout le temps être en mouvement. La trêve, ça dure 2-3 semaines, maximum 1 mois. Mais la trêve, ça ne dure pas 8 mois. Ça ne dure pas 1 an, comme on l'a vu par le passé. Et avec ce que le président, le docteur Samuel Eto'o, est en train de faire actuellement à la FECAFOOT, je suis persuadé que dans 3, 4, 5 ans, on aura un championnat compétitif et on aura des joueurs compétitifs qui n'auront plus besoin de prendre le bateau ou aller passer par le Sahara, par le désert, pour aller en Europe, mais ils seront ici, ils vivront de leur métier, puisque déjà l'année passée, contrairement à l'exécutif sortant qui avait demandé qu'on donne 36 000 francs à chaque joueur et que les présidents des clubs n'arrivaient même pas à leur donner. Vous avez vu que l'année passée, les joueurs ont touché 100 000 francs de salaire et que cette année, ils toucheront 200 000 francs de salaire. Au moins 200 000, oui. Donc vous voyez, et moi, mon avis et ce que je sais, le peu que je sais auprès du président de la FECAFOOT, c'est qu'avant la fin de son mandat, que chaque joueur du championnat camerounais puisse toucher 500 000 francs de salaire. Pourquoi? Parce que le football est assimilé à l'opium du peuple. Vous savez, le football fait rêver beaucoup de Camerounais. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot, qui sont malades, qui ont des problèmes privés. Mais quand ils regardent un match de foot, quand ils vont au stade, ils oublient leurs problèmes. Donc, les footballeurs devraient être assimilés au cadre de l'administration. Ils devraient avoir le même niveau de vie et la même récompense que les hauts cadres de l'administration. Parce que les hauts cadres de l'administration, ils travaillent pour l'État. Mais le footballeur travaille pour le peuple. Donc, je trouve que c'est encourageant et c'est la première mesure que j'ai à féliciter depuis que le docteur Samuel Eto'o à la FECAFOOT, d'avoir pensé d'abord aux footballeurs, d'avoir pensé à ce que le footballeur vive de son métier. Les autres présidents qui étaient là avant, ils pensaient plus à leur billet d'avion, à leur voyage 5 étoiles en Suisse, avec leurs petites copines, les filles brunes et minces et tout ça. Mais aujourd'hui, le docteur Samuel Eto'o a pensé d'abord à l'acteur, au footballeur. Et c'est ça, il faut le féliciter. Et moi, je suis content de ça. Alors, est-ce que vous pensez que ces innovations, surtout au niveau des subventions, est-ce que vous pensez que les présidents de clubs vont exécuter cela? On a vu la saison dernière un tiraillement entre la FECAFOOT et les présidents de clubs qui ne voulaient pas s'arrimer. Est-ce que vous pensez qu'ils vont respecter cela? Et surtout la mention où il y a 5 millions pour créer, je dirais, comme des pépinières. Est-ce que vous pensez que les clubs pourront respecter cela? Les présidents des clubs ont intérêt, puisque c'est dans leur avantage. Puisque moi, j'ai été dirigeant de club. J'ai été manager général, directeur général de 2 clubs, Bambutos Football Club de Bouddha et Stade Rennais de Melon. Je sais comment ça se passe la gestion du football au Cameroun. Ils ont intérêt, parce qu'il y a beaucoup de présidents de clubs qui tirent la queue pour trouver des moyens, pour trouver de l'argent pour payer les joueurs. Il y en a qui ont fait faillite, il y en a qui doivent jongler, il y en a qui sont devenus malhonnêtes, alors que peut-être ils sont des hommes honnêtes. Pourquoi? Parce que n'ayant pas de moyens de payer les joueurs, ils sont obligés de mentir aux joueurs. Ils sont obligés de faire des promesses aux joueurs qui ne vont pas tenir. Un président de club qui signe un joueur, un contrat de 2,5 millions, prime de signature, et 400 000 francs par mois, il ne va jamais payer. Mais il le fait, une fois qu'il a le joueur, il s'en fout du reste. Alors, je me suis battu pour ça, parce que c'est pour ça que j'ai eu du mal à partir avec certains présidents de clubs qui ont voulu me prendre pour gérer l'équipe. J'ai demandé de bloquer un budget sur 6 mois, pour être sûr que le joueur, pendant 6 mois déjà, va jouer, s'entraîner et manger après, et se soigner. Donc, moi, je pense qu'ils ont intérêt, parce qu'on sait que le nerf de la guerre dans le football, c'est l'argent. Et quand le docteur Samuel Eto'o arrive avec des millions, arrive avec de l'argent et vous le mettez sur la table, je vous donne cet argent, juste je veux que vous appreniez, que vous le gérez bien. Payez les joueurs, organisez à ce que les matchs puissent se jouer, que les joueurs voient dans de bonnes conditions, qu'ils dorment dans de bonnes conditions. Je ne vois pas quel président refuserait, sauf quelques présidents voyous, je le dis bien, et quelques présidents de mauvaise foi qui pensent d'abord à leur poche qu'au ventre du footballeur. Mais en majorité, vous avez vu, il y a quelques tiraillements sur 25 clubs. Dans le championnat camerounais, il n'y a que 2-3 cas qui n'étaient pas acceptables. Mais je pense que dans l'ensemble, les présidents des clubs ont compris c'est où leur intérêt. Ils ont compris que c'est avec le docteur Samuel Eto'o qu'on peut progresser et non avec des ligues professionnelles qui ont existé depuis 10 ans, on ne sait pas de comment ça fonctionnait, on ne savait pas où ils prenaient des sous, où ça sortait. Et un coup, il y a de l'argent, un coup, le gouvernement ne peut pas débloquer. Après, c'est des présidents des clubs, des pères des familles qui vont faire du sitting au ministère pour réclamer 8, 9, 10 millions. Franchement, est-ce que c'est respectable? Pour le football camerounais, le meilleur football en Afrique, le plus grand palmarès du football africain, avec le record en termes de ballon d'or africain, que nos présidents des clubs, qui sont les premiers acteurs du football, parce qu'il faut dire, les hommes qui font le football au Cameroun, c'est les présidents des clubs d'abord. C'est eux, il faut les respecter, il faut les prendre en considération, il faut leur donner les moyens, il faut même les former au management, parce que beaucoup de présidents de clubs sont arrivés là sur le tard. D'autres ont été des commerçants,
Je crois qu'ils avaient peut-être des boutiques, ils vendaient de l'huile ou alors de la farine, je ne sais pas quoi. Et par passion, ils sont arrivés dans le foot. Non, le football aujourd'hui, ce n'est plus par passion. C'est pas... Il y a une économie de sport. Il faut apprendre à manager. Il y a le merchandising, il y a le marketing, il y a le plan. On ne va plus dans le football aujourd'hui parce que je suis de Bouddha et j'aime Bamboutos et puis je vais être président de Bamboutos. Non, on y va parce qu'on a un projet de management, parce qu'on a un projet de l'économie du football, l'économie du sport, qu'on va développer. Vous avez vu à la tête de la présidente Africa Foot, vous avez vu aujourd'hui ce qui se développe, les sponsors qui arrivent, les subventions qui arrivent, ça ne tombe pas du ciel. Il faut travailler, il faut aller chercher ces sponsors, il faut les convaincre, pas des projets qu'on les propose. Quand on crée la Super Coupe et que les gens disent ça sert à quoi, Coton a déjà fait le doublé. Non, ce n'est pas toujours sportif, c'est parfois économique. Donc ça veut dire quand vous allez voir un sponsor et que vous lui dites, écoute, pendant 5 ans, vous allez payer 1,5 milliard à la fédération par an. Aujourd'hui, il y aura une Super Coupe, il y aura une soirée des ballons d'or, il y aura. Donc vous ajoutez des compétitions dans le contrat et ça donne l'occasion aux sponsors, à la société qui va sponsoriser, d'avoir plus de visibilité. Parce que quand vous jouez un championnat et que le championnat s'arrête et que la coupe s'arrête et que tout le monde va rester 6 mois à la maison, ça rapporte quoi à la société qui sponsorise? Ils ne gagnent pas grand-chose. Mais quand il y a tout le temps de compétitions, tout le temps des matchs, des nouvelles compétitions, ça met en évidence le sponsoring de cette société. Et là, ça fait plus rentrer de l'argent dans les caisses. Et c'est cet argent qu'on redistribue au président des clubs qui puisse avoir des subventions aujourd'hui à hauteur de dizaines de millions, ce qui n'arrivait pas par le passé. Est-ce que ces présidents de clubs, je pose la question parce que vous avez été dirigeant aussi de clubs, est-ce qu'ils sont exempts de tout reproche? Sinon, pourquoi certains refusent de transformer des gens en société anonyme et même d'ouvrir le capital? Oui, vous savez, c'est un peu dans la culture africaine. On a des bantous et des gens, ils aiment s'approprier des choses. Vous savez, ici, que ce soit dans d'autres domaines aussi, il n'y a pas que dans le football. Donc c'est un peu une mentalité à la camerounaise ou à l'africaine en général, où quelqu'un, on le met quelque part pour gérer et il veut s'approprier. Donc il y a des présidents qui ne veulent pas lâcher du lest une fois qu'il est président et qu'il prend des honneurs. Parce que beaucoup de présidents, il faut le dire chez nous, des clubs, surtout des clubs communautaires ou populaires, ils sont présidents pour un peu d'orgueil, pour un peu... dans la région ou au village, être une élite ou alors se faire respecter pour les honneurs. Exactement. D'autres qui sont présidents pour la mairie, ils veulent être maire, d'autres veulent être députés, d'autres veulent être sénateurs, d'autres veulent être chef du village, d'autres veulent avoir des entrées à la chefferie, beaucoup plus à l'ouest. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'ils ont du mal à quitter, ils ont du mal à laisser le poste à quelqu'un d'autre. Il a été président et aussi, il faut comprendre, c'est pas facile, j'essaie de les comprendre parce que j'ai travaillé avec des présidents de clubs. Un président de club qui prend une équipe où il n'y avait pas de subvention comme maintenant, avec les exécutifs sortants, il dépense en moyenne de sa poche 50 millions de francs par an. Je dis bien les présidents des clubs qui ne payent pas les joueurs. Même les présidents des clubs voyous, malhonnêtes, qui ne payent pas les joueurs, je suis persuadé qu'ils dépensent entre 40 et 60 millions de francs par saison. Maintenant, ceux qui sont exemplaires, qui payent des joueurs comme Coton Sport, comme Stade Arena de Melon, où j'ai été, où je dis ici félicitations au maire Jean Couette de Melon, parce que c'est le seul président dans ce championnat que je connais qui n'a jamais eu de problème d'arriéré de primes de match. Il a toujours payé ses joueurs depuis que Stade Arena est monté en première division. Il n'y a jamais d'arriéré là-bas. J'ai mis les bases quand je travaillais avec lui, qu'il fallait qu'on ouvre les comptes aux joueurs dans une microfinance dès la première année. Et jusqu'aujourd'hui, je vois qu'il paye des joueurs par virement bancaire. C'est l'exemple. J'ai vu aujourd'hui que le canon sportif est en train de se professionnaliser, est en train de faire beaucoup de choses. Je vois que Coton Sport est déjà professionnel depuis une dizaine d'années. Je vois qu'il y a Eding Sport, qui est le président Saint-Fabien Vogo, qui est un ami, et le coach John Kep, qui est mon parrain et mon tuteur. Ils essaient de faire de bonnes choses là-bas à Eding. Et APG Zunfou, Léon Zang, qui est mon ami aussi, essaie aussi de se battre. Donc il faut les encourager, ceux-là. Ceux-là, il faut leur donner les moyens, parce qu'on sait déjà, on connaît les présidents malhonnêtes, on connaît les présidents honnêtes. Le président Samuel Eto'o à la FECA Foot, on sait qui est honnête, qui ne l'est pas. Ceux qui sont honnêtes, il faut leur donner les moyens et les pousser à aller de l'avant. Ceux qui sont malhonnêtes et ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui sont de mauvaise foi, qui ne pensent qu'à eux, il faut essayer de les taper dessus et à la limite, même s'ils ne remplissent pas le cahier des charges, les exclure. Alors, comme le championnat camerounais professionnel en voie de l'être? Moi, je pense professionnel, c'est juste dans le nom. On est très loin du professionnalisme. Mais selon les lois de la FIFA, selon la commodité, il faut avoir un championnat professionnel dans chaque pays. Au moins, là, pour avoir peut-être des subventions, pour avoir la visibilité, pour faire venir des sponsors. Parce qu'aucun sponsor ne vient dans un championnat, sponsoriser un championnat amateur. Mais le nom n'est pas important.
Ce qui est important, c'est avant, il n'y avait pas de championnat professionnel. Quand moi, je joue dans ce championnat, dans les années 90, 96, j'étais champion du Cameroun avec l'Unisport de Bafan. Il n'y avait pas de championnat professionnel. On jouait le championnat national, le championnat amateur. Mais il était plus compétitif que maintenant. Et j'avais mon salaire tous les mois à Bafan. On me payait tout le mois, je n'avais pas d'ailleurs. Mes amis qui jouaient à Racine de Bafoussam, Jérémy Nditap, Ouemelen qui jouait à Fogap et Canon, ils avaient tous leur salaire. Ceux qui jouaient les palais, qui jouaient à Prévoyance, tout le monde avait son salaire. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, 25, 30 ans après, qu'on ait un championnat professionnel, une ligue professionnelle et que les joueurs ne soient pas payés. Heureusement que tout ça c'est du passé, que le nouvel exécutif a pris les taureaux par les cornes et qu'aujourd'hui, on n'aura plus ce genre de situation qu'on a vécu les 10 dernières années. Finalement, je veux bien comprendre. Donc, nous ne sommes pas professionnels. On tend vers le professionnalisme, mais on devrait déjà nous arythmer. Ça veut dire Vous étiez mieux professionnel dans le passé. On était mieux amateur que professionnel aujourd'hui. Ça, je vous le dis, les faits sont là. Aujourd'hui, dans les actes, on était mieux amateur que ceux qui sont professionnels aujourd'hui. Okay. Mais aujourd'hui, avec la modernité, avec la mondialisation du football, il y a plus d'argent, il y a plus de moyens. Et vous voyez, la FIFA qui donne des subventions exige que des championnats soient professionnels. C'est la FIFA, c'est une exigence de la FIFA. Et maintenant, c'est à vous, la fédération, d'implémenter ça et de pousser vos clubs à être professionnels. Et moi, j'irais pour une police des clubs qui va, comme en France, si les clubs qui ne remplissent pas les cahiers des charges ne puissent pas participer au prochain championnat. Donc, qu'on demande aux clubs de se régulariser, de se structurer et qu'ils remplissent le cahier des charges d'envoi des équipes de jeunes, d'avoir des centres de formation. Sinon, même si on joue à 8, mais qu'on ait 8 clubs structurés dans les tests, avec des statuts de SA, des sociétés anonymes, et avec un centre d'entraînement, avec des équipes de jeunes, moi je pense qu'il faut aller vers ça. Et c'est ce que la fédération actuellement pense y faire, mais on ne peut pas bousculer les choses, il faut aller doucement. On ne peut pas arriver dans un championnat et changer les règles, parce qu'il y a aussi un volet judiciaire et un volet... on ne peut pas changer comme ça tout d'un coup, parce que les clubs, c'est des associations, c'est des clubs qui font la fédération. Donc la fédération ne peut pas prendre des décisions radicales sans concerter les clubs. Il faut toujours les concerter et aller petit à petit. Mais moi, il faudrait que d'ici 5 ans, qu'on ait un championnat peut-être à 12 équipes ou à maximum 15 équipes, pour qu'on puisse vraiment pouvoir, que ces subventions même qu'on donne aux clubs aujourd'hui puissent servir et que ces clubs puissent bien s'occuper de leurs joueurs et que même ces clubs puissent être bien structurés. Parce qu'à 25, c'est beaucoup de subventions pour beaucoup de personnes et parfois qui ne font pas le boulot. Moi, je pense que si on avait réuni ces subventions qu'on donne aux 25 clubs pour donner à 15 ou à 10 clubs, on serait mieux structuré, les joueurs seraient de qualité et le spectacle serait aussi de qualité. D'accord. Alors, on parle de subventions et donc de salaire. Vous êtes un ancien footballeur, vous avez joué le championnat, vous êtes allé au plus haut niveau. Quel conseil vous donnez aux nouveaux joueurs ou alors aux joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui en termes d'épargne pour éviter des lendemains où ils sont obligés de faire des appels à l'aide ou d'avoir des retraites misérables? Mais Oriane, c'est difficile de donner des conseils à quelqu'un qui a le ventre vide. Si vous avez, moi j'étais à Bamboutos où j'ai mis de ma poche des dizaines de millions parce que je voyais que la direction ne réagissait pas aux problèmes quotidiens des joueurs. Et moi, en tant que manager général, ancien Lion, et j'ai recruté des joueurs sur les promesses d'un PCA et qui ne tient pas ses promesses. Et moi, je vois ces joueurs-là près de moi, je fais quoi? Je suis obligé de mettre la main dans ma poche. J'ai dépensé des dizaines de millions parce que je ne peux pas recruter un joueur qui vient et qui n'a pas son salaire, qui n'a pas sa prime d'entraînement et qui ne peut pas se soigner. Donc, vous voyez que c'est difficile de donner un conseil à quelqu'un quand le salaire ne passe pas à la fin du mois. C'est difficile de donner un conseil à quelqu'un quand sa fille ou son enfant est malade ou ne va pas à l'école ou sa femme ne peut pas se soigner. Et vous lui demandez d'être professionnel, de venir à l'heure à l'entraînement, de courir, de marquer des buts dimanche. C'est vraiment compliqué. La priorité d'abord, c'est que le footballeur puisse avoir son salaire tous les fins du mois, qu'il puisse être logé, qu'il puisse être nourri. Maintenant, après, on peut donner des conseils. Mais actuellement, je me vois mal donner des conseils aux footballeurs qui ne rentrent pas dans leurs droits, dont les droits sont bafoués par les présidents des clubs et dont les droits ne sont pas respectés. Mais est-ce que ce n'est pas possible avec les nouvelles innovations? Je veux dire, est-ce qu'on on va dire qu'on aura encore ce genre de problème avec les subventions et les salaires exigés pour cette nouvelle saison? Depuis l'année passée et depuis cette année, des choses sont en train de s'améliorer et je suis confiant. Je pense qu'à l'allure où vont les choses, d'ici 2-3 ans,
je pourrais me permettre de donner des conseils à certains footballeurs parce qu'à ce moment-là, je saurais qu'il a le ventre plein et qu'il est moralement apte à m'écouter. Vous qui êtes proche des joueurs, est-ce que l'annonce faite par la FECAFOOT est effective sur le terrain? Oui, si ce n'était pas effectif, vous aurez eu... Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand un truc se passe, vous avez vu récemment avec les joueurs de la sélection U23, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est tout le monde qui est au courant. Si les joueurs n'avaient pas été payés, si les joueurs n'étaient pas rentrés dans leurs droits, ça serait sur les toits. Les détracteurs de la FECAFOOT et du docteur Samuel Eto'o auraient pris ça pour faire l'hymne national. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, les choses se passent normalement et que toutes les promesses que la fédération tient sur le terrain sont effectifs. Et ça, tout le monde peut le vérifier. D'accord. J'ai l'impression d'avoir déjà la réponse à cette question, mais je vais la poser quand même. Alors vous, lorsque vous regardez aujourd'hui la Fédération camerounaise de football, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, est-ce que c'est la meilleure gestion qu'on ait jamais vue au Cameroun? Oui, mais à moins de 10 mois de gestion, c'est la meilleure qui ait jamais existé. Vous avez vu, dernièrement, même il y a quelques jours, le président Samuel Eto'o a été décerné un trophée de meilleur président de tous les temps de la FECAFOOT. Vous voyez que je vais vous prendre une petite anecdote. D'accord. J'arrive au Cameroun en vacances l'été passé, c'était au mois de juin. Alors, le docteur Samuel Eto'o ne s'était pas encore déclaré pour la FECAFOOT. Alors, je viens passer quelques semaines au pays et je demande à être reçu par le président de la FECAFOOT, l'exécutif sortant, qui est M. Seydou Momonjoya. Oui. Alors, il me reçoit, il me donne un rendez-vous, j'arrive, il me reçoit, j'attends à la salle d'attente. Et déjà, j'attends très longtemps, ce que je n'ai pas aimé, parce que je pense quand même qu'en tant qu'ancien lion, en tant que footballeur, on a le droit quand même, je ne peux pas venir, vous me demandez de venir à 10h, vous me recevez à 16h. Je trouve que ce n'est pas respectueux. Mais j'ai pris mon mal à la patience. Il m'a reçu et il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, monsieur le président, nous les footballeurs, les anciens lions, nous ne sommes pas contents. Parce qu'on n'est pas pris en compte. On ne pense pas à nous. Il y a ceux qui sont qualifiés, il y a ceux qui sont en Europe, qui ont fait dans la formation d'entraîneur, il y a ceux qui ont fait dans le management comme moi. Et on ne sent pas l'envie, le besoin de la FECAFOOT de venir vers nous. Il m'a dit, oui, mais tu sais, monsieur Branco, il y a beaucoup de travail ici. C'est vrai que c'est la FECAFOOT, mais ce n'est pas la maison des footballeurs, c'est la maison du football. Et puis il m'a dit, ok, dans ce cas, toi, pratiquement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux? Tu penses que tu peux me donner un coup de main à quel poste? Je lui ai dit, monsieur le président de la FECAFOOT, le poste où je peux vous apporter un coup de main, c'est de secrétaire général de la FECAFOOT. Il m'a dit, ah bon? Je te trouve très prétentieux là. Tu es très prétentieux. Je lui ai dit, oui, j'ai les qualités, j'ai la formation, j'ai l'expérience. J'ai géré des clubs, je sais comment gérer des hommes. Il me dit, mais vous les footballeurs, vous devrez d'abord penser à aller entraîner les enfants avant de venir vouloir travailler à la FECAFOOT. Je lui ai dit, monsieur le président, c'est gentil de m'avoir reçu, mais je vous promets que les footballeurs, ça c'est la maison du football, et les footballeurs, un footballeur ou les footballeurs seront présents à la FECAFOOT et les choses vont changer. Il m'a dit, vous devez attendre longtemps. J'ai dit, ok, on verra. Vous avez prédit alors? Donc vous voyez que c'était quelques mois avant que le président Samuel Eto'o décide à se présenter à la FECAFOOT. D'accord, je précise que vous êtes porte-parole des anciens Lions QV 2000, c'est ça? QV 2000. Très bien. Oui. Donc je suppose que c'est en tant que porte-parole que vous êtes allé rencontrer. Oui, c'est en tant que porte-parole de la génération 2000 que j'avais été reçu par le président Seydou Momonjoya. Et même en tant que porte-parole de la génération 2000, j'ai été reçu à la présidence de la République. J'étais accompagné de Wem Hélène et de Anoudi Nicolas, parce qu'on allait porter les doléances des champions olympiques qui, depuis les Jeux olympiques, on n'a pas eu de primes de champions olympiques. Vous savez, on a gagné les Jeux olympiques, on a eu des promesses qui avaient été tenues, mais qui n'ont jamais été réalisées. Et chaque fois qu'on veut réclamer, chaque fois qu'on veut poser ces doléances, on nous dit non, il ne faut pas faire comme ceux de 90, parce que vous avez vu qu'on a donné des maisons aux Lions de 90, vous aussi vous voulez réclamer. C'est toujours mal vu, c'est toujours mal perçu. Et je me suis demandé pourquoi. N'a-t-on pas joué? N'a-t-on pas gagné sur le terrain? N'a-t-on pas été champion olympique? Les gens ne nous ont pas vu jouer. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours nous dire taisez-vous, ne réclamez pas, c'est mal vu et tout ça? C'est dommage que ça soit comme ça ici, mais bon, dans d'autres pays, moi je suis plus respecté en Allemagne qu'au Cameroun. En tant que champion olympique, j'ai été recruté déjà pour Eurosport pour commenter des matchs des Jeux olympiques. J'ai été invité à Londres, j'ai été invité au Brésil, j'ai été invité en Russie. Donc ça veut dire que je suis plus reconnu à l'extérieur que chez nous. Voilà. Alors, il faudrait préciser qu'ici, les Jeux olympiques a 3 fois plus d'audimat que la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que être champion olympique, c'est vendre l'image du Cameroun 3 fois plus que de gagner la Coupe du Monde. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Et c'est la réalité, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. On va me trouver prétentieux, on va me tirer dessus, ça j'assume, mais c'est la réalité.
Très bien, on l'a compris. Alors, je reviens sur la gestion de la Fédération camerounaise de football. J'insiste quand même. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas quand même des choses à refaire? Est-ce que l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, est-ce que, selon vous, l'exécutif n'a pas des points quand même à améliorer ou à... Non, des choses à refaire, non, des choses à en faire mieux, à parfaire, des choses à améliorer. Oui, améliorer par rapport à ce qui s'est fait avant, pas par rapport à ce qui est fait actuellement, parce que la fédération ne vient que commencer de travailler, ça fait que 10 mois. Et vous savez, le football, on ne gère pas le football comme une épicerie ou bien un commerce. Le football, bouger les lignes, ça va pas si vite que ça, parce qu'il faut toujours tenir compte des autres, tenir compte des clubs, tenir compte des associations, tenir compte des joueurs. C'est pas comme si je me lève, je dis, je fais ça. La FECAFOOT a un comité exécutif. La FECAFOOT a une assemblée générale. La FECAFOOT a un comité d'urgence. Donc, le président Samuel Eto'o ne peut pas, à une baguette magique, tout arranger. Il essaye. Il va même tellement vite que ça désoriente certaines personnes. Parce qu'avant, on n'était pas habitué à ce rythme de travail. Il impose un rythme infernal, que ce soit à son comité exécutif, que ce soit aux employés ou aux directeurs qu'il a recrutés à la FECAFOOT, qui sont tous des gens compétents, parce que je les connais personnellement. Quand vous voyez, par exemple, un Franck Rapi, au directeur de développement. Je vous le dis, Franck Rapi, c'est le seul dirigeant camerounais qui avait l'union de Douala, a pris des jeunes joueurs et est sorti champion du Cameroun. Je veux dire, il a pris des jeunes de 15-17 ans, il est sorti champion du Cameroun. Dans l'histoire du football au Cameroun. Quand vous voyez Mabouan Kessak a été 4-5 fois candidat à l'élection de président de la FECAFOOT. Et il a de l'expérience, il sait comment ça se passe dans le pays. Il connaît le terroir profond. Quand vous prenez l'exemple, Ernest Obama. Ernest Obama c'est le meilleur journaliste au Cameroun pour les 10 dernières années. Pardon? Et pour moi, c'est le meilleur journaliste des 10 dernières années au Cameroun. Okay. C'est quelqu'un de compétent qui est à côté du président Samuel Eto'o. Okay. Donc, quand vous prenez Maître Elamé, qui est l'avocat de la FECAFOOT, donc il n'y a que des gens compétents, il n'y a que des gens qui ont fait des preuves. Et on ne peut pas avoir toutes ces personnes-là autour de soi et ne pas bien travailler. D'accord, je ne vais pas revenir sur certains points, on va avancer. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de Sydney, ou alors les Jeux Olympiques qui sont 3 fois l'audimat, hein, le retour est 3 fois la Coupe du Monde. J'ai envie de parler donc de cette Coupe du Monde-là. Le Cameroun est en Coupe du Monde avec Rigobert Song, un Camerounais assis au banc de touche. Que pensez-vous de son management jusqu'à présent? Son management, il est parfait. Rigo, j'ai la chance de le côtoyer et de discuter de temps en temps avec lui à l'approche des matchs. Je pense que jusqu'à présent, il a fait ses preuves. Il a montré qu'il était à la hauteur. Ceux qui doutaient au début quand il avait été nommé, et surtout ceux qui ont dansé ici au stade à Japoma, après la défaite du match aller, qui pensaient que tout était cuit. Vous voyez qu'il a montré, Rigo, et surtout le président de la FECAFOOT, parce que c'est le docteur Samuel Eto'o qui a pris sur lui de nommer Rigobert Song. En cas de défaite, on l'attendait au tournant. Ah oui, tu as mis son, tu as gâté l'équipe, tu as chassé Conceição. Comme on aime faire le Congo, ça, on aime bavarder chez nous au Cameroun. Donc vous voyez que ces gens-là, aujourd'hui, devraient déjà reconnaître qu'on s'est trompé, que le docteur Samuel Eto'o a fait le bon choix et que le manager sélectionneur Rigobert Song est compétent. C'est la première des choses que j'attendais de ces détracteurs. Ils ne l'ont pas fait. Mais ils continuent toujours à trouver la faille. Ils continuent toujours à vouloir piquer. Peut-être parce qu'on veut que ce soit meilleur. Je me dis... il ne faut pas toujours voir la critique du mauvais côté. Il ne faut pas toujours qu'on pense que c'est parce qu'on déteste. Peut-être qu'on veut l'amélioration. On améliore avec des critiques positives, pas avec des critiques de malsaines ou de mauvaise foi. Parce que chez nous, il y a 2 genres de personnes. Il y a ceux qui le voient et qui ne veulent pas accepter ce qu'ils ont vu. Il faut peut-être à la personne de tamiser. Elle n'est pas obligée de tout accepter. Voilà. Et il y a ceux qui le voient et qui n'accepteront jamais. Et on trie. Donc ça veut dire qu'ils voient sans voir. Donc quand même, on est quand même des acteurs de haut niveau, ou qu'on est un pays où même le Camerounais lambda connaît quand même le football, parce qu'ils ont été tellement brevets de victoires. Nous sommes 27 millions de coachs. Voilà, parce qu'on a eu des Coupes du Monde, des Coupes d'Afrique, des Jeux Olympiques, donc chaque Camerounais pense qu'il connaît le football. Mais après, il faut aller voir, un sélectionneur, ça travaille comment? Quelqu'un qui vous donne une qualification inespérée, et même une qualification historique pour la Coupe du Monde. Mais vous continuez toujours à penser qu'il n'est pas compétent, vous continuez toujours à critiquer, c'est pas grave. Maintenant, quand il prépare cette Coupe du Monde, et qu'il met son plan tactique en place, et qu'il met ses idées en place, il est critiqué. J'espère que quand il va gagner cette Coupe du Monde, beaucoup de personnes viendront dire « Rigo, on te demande pardon, excuse-nous ». Parce que, connaissant les Camerounais, je crois que ça n'arrivera pas. Même s'il gagne la Coupe du Monde, il y aura toujours des critiques. Alors, on va parler du Cameroun qui est, dans le groupe, qui est logé dans le groupe G, avec le Brésil, un
un nom qui fait quand même frémir. Le Brésil, la Serbie, ne regardons pas les coupes où le Brésil a été battu. Bon, on sait quand même que le Brésil, c'est un nom dans le milieu du football. La Serbie et la Suisse. Alors, au regard du jeu des Lions indomptables et des matchs antérieurs, jusqu'où, selon vous? Je sais que tout à l'heure, vous avez dit qu'on va gagner la Coupe du Monde. Mais quand on regarde le jeu, on peut gagner. Analyse froide, jusqu'où pourront aller les Lions indomptables dans cette compétition? Bon, vous savez, quand on parle de l'analyse froide, il faut analyser sur le plan sportif, sur le plan moral. Et donc, gagner une Coupe du Monde ne dépend pas seulement de votre qualité de footballeur intrinsèque. Ne dépend pas seulement de la qualité si vous avez des bons joueurs ou pas. Il y a une qualité qui doit être au-dessus de tout, c'est la mentalité, c'est le moral des joueurs, ce qu'on appelle chez nous le Hemley. C'est ça qui fait gagner une Coupe du Monde. Vous pouvez être techniquement, physiquement bon. Il n'y a pas la détermination. Mais il manque de détermination, vous n'y arrivez pas. Mais si vous avez 100% de détermination et juste 50% de qualité, vous pouvez y arriver. Actuellement, notre équipe a 50% de qualité. Contrairement au Brésil qui a 100% de qualité, qui est techniquement, sportivement et footballistiquement supérieur à nous pour le moment. Mais maintenant, il faudrait que nous développons cette qualité mentale qui a toujours été notre force. Et si on développe cette qualité mentale, c'est ce que le président Samuel Eto'o essaie de booster depuis un temps. Quand il dit on va gagner la Coupe du Monde, ce n'est pas parce qu'il est persuadé que sur le terrain, on joue mieux que le Brésil, ou que l'Allemagne, ou que l'Angleterre. C'est parce qu'il sait qu'avec notre moralité, avec notre mentalité à la camerounaise, avec le Hemley qui a toujours été en nous, si on peut pousser ce Hemley à 100%, si on peut amener nos joueurs et à tous se mettre dans la tête que cette Coupe du Monde, c'est possible. Parce que nous, on a gagné les Jeux Olympiques. C'était impossible. Qui pouvait imaginer qu'on allait gagner les Jeux Olympiques? On allait en touriste. On nous a donné 55 000 à l'aéroport pour aller et personne ne nous accompagnait, aucun membre de la délégation. On savait qu'ils vont faire un tour Iran. Mais on a gagné parce que sportivement, techniquement, on était à 40%, mais mentalement, on était à 200%. Et comme Samuel Eto'o, le docteur Samuel Eto'o a vécu ça, il essaie de transcender ça aux joueurs actuels. Parce que moi, je le comprends. Il est dans son élément et je suis d'accord à 100% avec lui. Cette Coupe du Monde, on peut la gagner. Je vous le dis, on peut la gagner. Et on va pour la gagner. Mais pour la gagner, il faudrait qu'à l'entame du premier match, que nos joueurs soient dans la tête comme le président de la fédération et le sélectionneur Rigobert Song le sont. Parce que je sais que le président de la fédération, Rigobert Song, seront à 200% moralement prêts. Est-ce que nos joueurs le seront aussi? Est-ce qu'ils vont les suivre? Si c'est le cas, on gagnera cette Coupe du Monde. Si ce n'est pas le cas, on ne la gagnera pas. Alors, selon vous, quels sont les joueurs sur qui Rigobert Song peut compter pour cette Coupe du Monde? On va faire comme une petite sélection ici, vous et nous. On sait que ce n'est pas nous qui donnons la liste finale, mais selon vous, quels sont les piliers sur lesquels on peut compter en ce moment? Tous les joueurs sont importants. Hein. Tous les joueurs, on peut compter sur tous les joueurs. Mais comme, comme tu as dit, Oriane, dans une équipe, il y a toujours des leaders. Hein. Ça a toujours été comme ça dans les années 70. Manga Ongene, Akono, tout ça, les années 80. Thomas Nkono, Roger Mila, les années 90 toujours. Et aujourd'hui, Tato, Koundé, tout ça. Les années 2000, le défunt Marco Vivien Foé, Rigobert Song, Jérémy Nditap et tout ça. Donc les années 90, Samuel Eto'o et Kameni et tout ça. Donc il y a toujours des leaders actuellement. Bon, vous savez, un leader, c'est compliqué pour moi actuellement parce qu'un leader déjà doit être sur le plan sportif supérieur aux autres. Un leader déjà doit être sur le plan sportif au top. Donc, tu ne peux pas être un leader en étant remplaçant, je veux dire un leader sur le terrain. Hein. Oui. Voilà. Dans la gestion de l'équipe, tu peux être un leader même si tu n'es pas dans un grand club. Mais quand tu es un exemple, si tu joues au Real Madrid et que tu gagnes la Champions League, quand tu arrives en sélection, tu es respecté. Les jeunes joueurs qui sont là, ils te suivent. Mais quand dans une équipe, il n'y a pas quelqu'un qui porte haut les couleurs du Cameroun, des Lions, au très haut niveau, par exemple, quelqu'un qui est titulaire à Manchester United ou à Chelsea, c'est difficile. Et dans cette équipe, on a du mal à trouver des leaders parce qu'il n'y en a pas tellement qui sont au très haut niveau dans les championnats européens. Bon, on peut citer Zambo Anguissa, qui fait du très bon boulot à Naples. On peut citer Choupo-Moting, qui fait du très bon boulot au Bayern de Munich, après être passé par le Paris Saint-Germain. On peut citer Onana, le gardien, qui est lui vraiment, pour moi, c'est le leader. Parce que, compétent depuis des années, que ce soit à l'Ajax, aujourd'hui à l'Inter, il est vraiment le joueur. Si on avait 5, 6, 7 Onana, je suis persuadé que sur le terrain, on serait favori pour cette Coupe du Monde. Parce que pour être favori pour la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il faut? Les bookmakers, qu'est-ce qu'ils font pour créer des favoris? Et regardez le Brésil. Tous les joueurs du Brésil sont titulaires dans des grands clubs. Ils sont favoris.
L'Allemagne, ils sont favoris. L'Angleterre, ils sont favoris. C'est la compétitivité, c'est la qualité, c'est où les joueurs jouent, à quel niveau. Est-ce qu'ils font des efforts tous les week-ends? Est-ce qu'ils jouent des grands matchs tous les 3 jours? C'est ça qui fait qu'une équipe nationale est forte et va comme favori. Nous, dans les années 2000, on avait des joueurs dans tous les grands clubs. C'est pour ça qu'on a tout gagné en Afrique. Donc, j'ai du mal à trouver beaucoup de leaders dans cette équipe. J'en ai cité Onana, le gardien. Parler d'Onana, est-ce que je m'arrête, je perds même les mots parce que vous savez très bien qu'à la CAN, lors des matchs de préparation, chaque fois, on était quand même un peu embarrassé par rapport à Onana. Hein. Oui. À la CAN, déjà, certains ont dit, chaque match, il se débrouille à encaisser un but. Okay. Alors, comment nous dire aujourd'hui que c'est le leader, c'est le favori? Du moins, comment nous faire comprendre et accepter? Je vais vous expliquer qu'il faut comprendre qu'il encaisse des buts, ça dépend de comment le joueur évolue. Ça dépend de comment le gardien évolue. Si c'est un gardien qui reste sur la ligne et qui ne fait pas grand-chose, peut-être il encaisserait moins. Mais c'est un gardien qui participe au jeu. Il est presque le 11e joueur sur le stade. Parce que beaucoup de clubs jouent à 10, parce que le gardien reste derrière. Mais Onana, il joue. On a 11 joueurs de champ quand Onana est là, parce qu'il fait des passes décisives du goal, il fait des longues balles, il casse les lignes, étend les goals. Aujourd'hui, c'est très rare dans le monde entier. Le premier qui a commencé à le faire, c'est Manuel Neuer avec l'Allemagne. Il y a Ter Stegen qui le fait bien, mais Onana aujourd'hui, au niveau mondial, est l'un des meilleurs des gardiens au pied. Et quand tu es très bon au pied, c'est un avantage pour ton équipe. Et ça ouvre aussi l'espace, tu es plus exposé. Vous avez vu, s'il n'était pas bon, pourquoi il est titulaire à l'Ajax? Pourquoi il est titulaire à l'Inter? On ne peut pas être titulaire au haut niveau si on n'est pas bon. Quand j'entends souvent certains dire, parce qu'ils n'ont pas côtoyé le haut niveau. Le haut niveau demande une certaine exigence physique, morale et mentale hors du commun. Et quand vous avez été au top niveau, à Barcelone, à l'Inter de Milan, à Chelsea, tout ça, pendant 10-15 ans, croyez-moi, le football, vous le connaissez des bouts des doigts. Si Samuel Eto'o vous dit, c'est comme ça, il faut jouer, il n'a pas besoin d'être entraîneur. Il ne connaît plus qu'un entraîneur. Moi qui ai été 17 ans professionnel, qui a joué 8-9 ans en Bundesliga, qui a connu cette pression de haut niveau. J'ai joué la Champions League 2004 avec Stuttgart, j'ai joué contre Cristiano Ronaldo. Donc, je sais c'est quoi le haut niveau. Et je connais l'exigence qu'il faut pour atteindre ce niveau. Pourquoi beaucoup de joueurs n'arrivent pas? Il y a des joueurs talentueux qui s'arrêtent au niveau de la 2e division, la 3e division en Europe, qui n'arrivent pas. Et même quand ils arrivent en 1re division, ils font 1 an et ils redescendent. Mais rester au top niveau pendant 10 ans, 8 ans, 15 ans, c'est vraiment, il faut être un surhomme, il faut se sacrifier à fond. Donc aujourd'hui, je dis le leader qu'on a dans cette équipe, c'est Onana pour moi. Après, on peut citer Anguissa, on peut citer Choupo-Moting. Et c'est des joueurs, il n'y en a pas tellement, mais s'il faut aller chercher, c'est ce que je dirais. Et c'est sur ces joueurs-là que le sélectionneur peut s'appuyer parce qu'ils ont de l'expérience du haut niveau. Tous les week-ends, ils jouent les matchs de Coupe du Monde. Parce que quand tu joues au Bayern de Munich, que tu joues à l'Inter, tous les matchs, tous les 3 jours, c'est les matchs niveau Coupe du Monde. Et c'est ce genre de joueurs qu'on a besoin aujourd'hui pour aller à la Coupe du Monde. Et je suis content de savoir qu'il y a Mbeumo qui est arrivé, qui joue en Première Ligue. Et l'intensité en Première Ligue, le niveau en Première Ligue, c'est le niveau, c'est l'exigence Coupe du Monde. Donc si je peux déjà citer ces 3-4-là, et Toko Ekambi, qui est un peu, bon, on peut le mettre aussi dans ce cercle, mais on a quelques ingrédients, quelques joueurs qui peuvent, s'ils entrent dans cette compétition avec un moral, avec ce genre de morale, avec cette qualité mentale que le président de la fédération est en train de vouloir les donner depuis quelques mois, depuis le match où il a dit personne n'a sa place assurée. C'est à partir de ce moment qu'il les met la pression pour qu'ils arrivent à la Coupe du Monde fort à bloc, mentalement à bloc pour pouvoir attaquer les matchs. Une fois que tu es bien mentalement, tu ne connais pas le Brésil, tu ne connais pas Vinicius, tu ne connais pas Neymar. Et ça, c'est un détail. Parce que tu es prêt mentalement, tu es prêt physiquement et tu as le rêve pour aller au fond. Vous pensez que c'est possible? On a 24 jours. Est-ce que vous pensez que notre équipe... déjà, on n'a pas l'impression qu'on a une équipe qui va en Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on sait que la Coupe du Monde arrive, mais on a l'impression que les Lions n'y vont pas. Ils vont où? À Bamboutos, à Bouddha? On ne sent pas ça. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous comprends très bien, c'était une petite blague en passant. Je vous dis juste un truc. Donnez-moi une compétition dans l'histoire du football camerounais où les Lions sont allés et les Camerounais savaient qu'ils vont pour gagner. Il n'y a que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2002. Parce qu'on était au top en 2000, on a tout gagné. Et on est allé au Mali en 2002 en tant que super favori. Et on a gagné la Coupe. C'est la seule fois dans l'histoire du football camerounais où le Cameroun va dans une compétition en tant que favori.
toutes les autres compétitions. On a gagné combien de Coupes d'Afrique? On a gagné les Jeux Olympiques. On a joué les finales des Coupes intercontinentales. On n'a jamais été favori. Au Gabon, en 2017. En 2017, oui. Qui pouvait mettre une pièce sur le Cameroun? Au JO, à Sydney, qui pouvait mettre une pièce sur le Cameroun? Au Mondial 90, avec nos grands frères Mabon, Kessa, Roger Mila et tout, qui pouvait mettre une pièce sur le Cameroun? Vous voyez que c'est quand on n'est pas favori qu'on devient favori. Je ne vais pas dire c'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment se situe Serge Branco aujourd'hui? Est-ce qu'il fait partie, j'ai envie de dire, j'ai envie de le taquiner encore. Cette question, j'ai l'impression d'avoir déjà la réponse, mais je la pose quand même. Okay. Est-ce qu'il fait partie de la galaxie Samuel Eto'o ou il est simplement un coéquipier qui met un peu la main à la pâte? Sinon, je suis déjà un ami d'enfance. Ouais. J'ai grandi à Noubel avec Samuel Eto'o. J'ai grandi à Noubel, quartier Bana. Après, j'ai grandi à Ngangé, pour ceux qui connaissent un peu Douala. Donc, je suis un Noubellois. Et quand on connaît les Noubellois, on sait que les Noubellois n'ont pas froid aux yeux. Et les Noubellois, c'est des gens qui ne reculent jamais. La preuve en est, Dr Samuel Eto'o, un élu de Dieu. Quelqu'un qui est venu révolutionner le football, qui en 10 mois a fait ce que les autres n'ont pas fait en des décennies. Donc, j'ai été au début de la campagne du président Samuel Eto'o, j'ai donné un coup de main, je suis avec lui, je travaille avec lui de temps en temps, donc je suis déjà un ami d'enfance. Et maintenant, mes compétences, il les connaît, il sait où je peux servir, et il sait très bien que le moment venu, je serai prêt à servir, à lui donner un coup de main. Mais pour le moment, je reste son ami, et voilà. Et en tant que footballeur, en tant qu'ancien Lion, j'ai un droit de regard sur tout ce qui s'est fait. Alors, est-ce que c'est on peut dire que c'est ces arguments-là qui justifient, j'ai envie de dire, cette défense farouche que vous faites dans les médias, défense farouche, pas seulement de la FECAFOOT, mais davantage de Samuel Eto'o? Oui, mais on défend son ami. Vous savez, moi j'ai l'honneur, j'ai la chance, et même à mes enfants en Allemagne, je leur dis que j'ai cette primeur que une personnalité, un immense footballeur sur le plan mondial comme Samuel Eto'o ait pensé à moi quand il a pensé à se lancer à la conquête de la FECAFOOT, qu'il ait pensé à moi pour lui tenir chemin, pour lui faire chemin avec lui. Pour moi, c'est déjà un honneur, c'est plus que ça dépasse tout l'argent du monde. Et le fait que je me retrouve 35 ans après, 30-35 ans après, avec un ami, avec qui j'ai, même si je suis de quelques années son grand frère, de 1 an ou de 2 ans, avec qui j'ai grandi au quartier et qu'on a commencé à jouer pieds nus dans la rue. On a joué au quartier Bana, on a joué à TZF, on a joué à Ngoï, on a joué derrière la prison, on a joué des interquartiers un peu partout à l'école des filles. Et donc, puis on s'est retrouvé à l'école de football de Brasserie. Après, on s'est retrouvé à l'équipe nationale. Vous voyez que c'est énorme. Pour moi, c'est une fierté. Devant son immense carrière, devant l'immense personnalité qu'il est. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o m'a sauvé la vie. Vous savez, j'ai eu un accident grave récemment, j'ai failli mourir. Sans Samuel Eto'o, je serais passé. Donc, je ne peux pas me permettre de ne pas le dire. Et il faut que je le dise pour que ça se sache. Si je ne le fais pas, je serais me régner. Voilà, donc quelqu'un qui est si généreux, quelqu'un qui est si engagé, et en plus les gens qui ne le connaissent pas. Ce qui m'énerve parfois, ce qui me fait mal, c'est que beaucoup de gens critiquent Samuel Eto'o sans le connaître. Parce que si tu restes 5 minutes avec Samuel Eto'o, je suis persuadé qu'après tu l'aimeras toute ta vie. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui, il sait là où il va, il ne tergiverse pas, il ne recule devant rien, et quand il dit je vais faire quelque chose, je le ferai, et il arrive toujours à ses fins. Quand il a dit qu'il avait la main longue, c'est exactement ça. Parce que quand il veut quelque chose, il va au bout de ses idées. Et il le fait toujours dans un cadre social humain. Parce que humainement, c'est l'homme le plus adorable qu'il existe. C'est parce que certaines personnes voient le côté bling-bling ou le côté star que est Samuel Eto'o. Mais quand tu as vécu avec lui, quand tu connais sa vie privée, sa famille, d'où il sort, tu comprends que c'est quelqu'un qui est naturellement humain. En vous écoutant, on a l'impression qu'il est un homme parfait. Hein. Parfait, non. Il a ses défauts. Hein. Personne n'est parfait. J'avais un peu peur parce que vous le dites avec tellement de passion. Ce n'est pas de passion, c'est avec beaucoup d'objectivité, oui. Et, ok. Vous le dites avec objectivité. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas espérance d'avoir un poste comme on a vu certains anciens coéquipiers? Espoir, j'ai envie de dire, pas espérance. Bon, disons que je suis Camerounais, je suis footballeur, j'ai des compétences. Et mes compétences, le président il sait où je peux les lui apporter. Et si jusqu'à présent, je vous le dis, je ne suis pas nommé, c'est parce que mes compétences n'ont pas encore trouvé
leur place. Voilà, n'a pas trouvé sa case. Peut-être que la proposition de police des clubs, peut-être que c'est pour renforcer le CV ou la lettre de motivation. Non, mon CV, le docteur Samuel Eto'o, mon CV le connaît. La lettre de motivation alors. Non, il sait très bien ce que je peux faire. On en parle souvent. Il sait très bien c'est où je peux être compétent. Et aujourd'hui, vous savez, Samuel Eto'o, il n'est pas à la FECAFOOT pour réunir tous les footballeurs de la FECAFOOT. Et il n'est pas à la FECAFOOT pour 1 an. Le mandat est 7 ans. Il est renouvelable plusieurs fois. Donc le docteur Samuel Eto'o a la FECAFOOT pour une vingtaine d'années. Et peut-être une trentaine d'années s'il le souhaite. Donc il ne faut pas être pressé. Il faut l'encourager. On ne l'encourage pas seulement en étant directeur ou président d'une commission ou team manager de Lyon. On l'encourage aussi en tant qu'ami, en tant que proche. Et c'est aussi très important, ça il faut le savoir. Tout le monde, il n'y a pas la place à la FECAFOOT pour tout le monde. Mais le docteur Samuel Eto'o, il sait où et quand et à quel moment il met ceux qui sont près de lui. J'ai cité tout à l'heure certaines personnes compétentes qui sont à côté de lui. C'est des gens que j'ai côtoyés, c'est des gens dont je connais la compétence. Donc il sait très bien à quel moment je peux lui servir, à quel moment je peux être utile. Et sur ce plan, je n'ai vraiment pas de doute. C'est mon grand frère et presque ami, Mabouan Kesak, qui me le dit souvent. Branco, tu es mieux là où tu es avec le président que si tu étais avec te nommer. Parce que n'étant pas nommé, tu es plus à l'aise que nous qui sommes nommés. Donc tu comprends un peu ce que ça veut dire. Je suis très content d'être son ami, je suis très content d'être proche de lui. Et pour moi, pour le moment, ça me suffit. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure de mandat. Je veux comprendre un peu parce qu'il y a une confusion qui existe autour de ce mandat-là. C'est la durée du mandat du président ou la durée ou le nombre de mandats. Qu'est-ce qui vous pose problème dans ce mandat? Je veux bien comprendre. C'est la durée du mandat ou le nombre de mandats? C'est combien? Moi, ça ne me pose aucun problème. Hein. Le président Samuel Eto'o a un mandat de 7 ans. Oui. Et le mandat de 7 ans, il faut comprendre, il faut que les gens comprennent d'abord quelque chose. Oui. Le président Samuel Eto'o, il peut rester, il peut avoir un mandat de 20 ans. La FECAFOOT a un comité, a une assemblée générale. C'est l'assemblée générale qui fixe le cap, qui crée les lois, qui modifie. Et maintenant, il y a un comité exécutif qui le met en pratique. Donc, si l'Assemblée générale aujourd'hui décide que Samuel Eto'o, son mandat va jusqu'à 20 ans, il va rester 20 ans. Parce que la FECAFOOT, déjà, c'est une association privée. Ce n'est pas une association étatique. Bon, arrêtons-nous à ce que l'Assemblée générale a décidé cette fois-ci. Ils ont décidé que Samuel Eto'o reste pour 7 ans. Oui. Le mandat est prolongé à 7 ans. Oui. Il restera 7 ans. Et puis maintenant, après les 7 années, vous serez informé de la suite. Voilà, donc c'est 7 ans renouvelables une fois, 2 fois, ou alors une fois. Ça, l'Assemblée générale ou le comité exécutif tiendra informé de ceux qui veulent ou qui ne comprennent pas très bien. Mais est-ce que là, vous comprenez qu'il y ait confusion? Pourquoi est-ce qu'on devrait attendre après 7 ans? Même la présidence de la République, on connaît après ce qu'il faut faire. Pourquoi nous dire d'attendre le moment venu? Vous allez nous dire, est-ce que la FECAFOOT... la FECAFOOT, ce n'est pas un parti politique. Non, on ne parle pas de politique. Je veux dire que la FECAFOOT n'est pas au-dessus de la nation. Donc, si nous, on connaît le nombre de mandats du président et combien de fois c'est renouvelable, est-ce que c'est aussi difficile que ça pour la FECAFOOT de nous dire c'est le mandat, c'est 7 ans, renouvelable 2 fois ou une seule fois? Et Oriane, qu'est-ce qui régit les associations? C'est les tests. C'est les tests qu'il y a, c'est les statuts. Le statut de la FECAFOOT, ce n'est pas le statut du MSC ou du RDPC. Les statuts de la FECAFOOT, c'est les statuts de la FECAFOOT. Ce n'est pas les statuts du Conseil constitutionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut aller selon les statuts de la FECAFOOT. Et ceux qui mettent ces statuts en pratique, c'est l'Assemblée générale et c'est le comité exécutif. Si on a décidé que le docteur Samuel Eto'o reste pour 7 ans, il restera pour 7 ans. Si c'est renouvelable une fois ou 2 fois, ça se fera comme ça a été décidé. On verra devant. Donc, on avance donc dans le flou. Non, pourquoi dans le flou? 7 ans, ce n'est pas le flou. On n'est qu'à 10 mois. On ne sait pas si ce sera renouvelable ou pas. Pourquoi vous pensez déjà à 7 ans et vous ne pensez pas déjà au travail qui est fait actuellement? D'accord. Vous ne pensez pas à la Coupe du Monde qui arrive dans quelques semaines? On a déjà vu la Coupe du Monde. Vous ne pensez pas au championnat des jeunes que le docteur Samuel Eto'o est en train de mettre sur pied? Il a déjà nommé les commissions et il a nommé les responsables du football jeune. Vous ne pensez pas aux nouvelles subventions, aux nouveaux sponsors, aux nouvelles personnes? Tout ça, c'est dans 6 mois, 1 an. Ça a été apprécié, Serge Branco. Oui, mais c'est apprécié, mais n'allez pas voir dans 7 ans. Allons déjà avec ce qui se passe dans les mois à venir, dans les années à venir. Très bien. C'était la question qui suivait. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous répondez donc à ceux qui parlent de gestion opaque et surtout autour même du sponsor?
Bon, gestion opaque, si je comprends bien le français, ça veut dire dans le flou. C'est complètement dans le noir. C'est complètement sombre. Bon, on ne distingue rien. Ce n'est pas la réalité de ce qui se passe, parce que tout ce qui est fait là, depuis que le docteur Samuel Eto'o là, tout est clair. Avant, ce qui se faisait, les gens appelaient ça quoi? C'était opaque ou bien c'était tout noir? Je ne peux pas savoir. Ou c'était plus sombre? Donc, vous voyez, alors que les gens, ils quittent ils étaient au courant de rien, et aujourd'hui, ils ne se plaignaient pas. Mais aujourd'hui qu'ils sont au courant de tout, ils disent que c'est opaque. Et je pense que ce mot... Pourquoi vous ne voulez pas que les gens se plaignent aujourd'hui? Ils doivent se plaindre, mais je lui dis, mais je dois aussi répondre, non? Ouais. Et quand ils se plaignent là, ils se plaignent, moi aussi je dois répondre. Ouais. Pourquoi vous voulez que d'hier vous étiez dans le noir, dans le flou total, aujourd'hui qu'il y a un peu de lumière, vous continuez à vous plaindre? Donc, ceux qui parlent de gestion opaque, je suis persuadé que ce sont les détracteurs. Parce que ceux qui aiment la FECAFOOT actuelle, ceux qui aiment le travail que le docteur Samuel Eto'o fait, ne peuvent pas parler de gestion opaque. Donc, c'est vraiment typiquement camerounais que des gens qui, au départ, n'avaient rien du tout, aujourd'hui, quand ils ont quelque chose sur la main, ils le boudent, et ils le critiquent, et ils le contestent. Alors qu'avant, il n'y avait rien du tout. C'était le noir total. C'est ça le problème, c'est ça la spécificité camerounaise. Et ça me dérange un peu. Mais moi, je pense que quand vous dites opaque, je voulais que vous me donniez un domaine précis où vous trouvez l'opacité. Par exemple, les gens se posent des questions sur le sponsor actuel, sur l'équipementier actuel. Okay. Ils estiment que ce n'est pas complètement clair, la gestion du sponsoring et tout. Oriane, qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que dans le management sportif, dans l'économie du sport, les contrats sont fixés avec des clauses. Il y a des clauses de confidentialité. De confidentialité, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas tous les contrats qu'on met sur le plan. Moi, quand j'ai signé un contrat en tant que footballeur, j'avais un employé qui me disait, les gens ne doivent pas savoir les clauses de ton contrat. Si on le sait, le contrat annulé est une des démarches. Donc, vous avez vu un contrat qui a été signé avec Coq Sportif. Vous êtes sûr que c'est avec Coq Sportif que vous avez signé? Ce n'était jamais un Coq Sportif. Coq Sportif ne fait plus dans le sport. Coq Sportif, aujourd'hui, fait dans les finances. Donc, ils sont allés signer avec une boutique qui vend des articles de sport, qui est basée à Strasbourg et qui a un budget de 18 000 €. Et c'est cette boutique-là avec qui on a signé et on a mis devant Coq Sportif. Donc vous savez que c'est là où il y a l'opacité, c'est là où il y a le flou, c'est là où c'est noir, et le noir profond. Parce que ce contrat qui a été signé, quand vous allez dans les termes de ce contrat, vous allez vous évanouir. Comment des Camerounais peuvent signer des contrats pareils pour leur patrie? Donc c'est ça l'opacité, c'est ça le noir, c'est ça le flou. Mais aujourd'hui, on signe un contrat qui reflète le niveau de nos lions, le niveau du football camerounais, parce qu'il faut aussi rendre compte, il faut aussi dire la vérité aux gens, c'est qu'on a perdu beaucoup en termes de merchandising, parce qu'on ne vend plus trop le Cameroun comme avant. Et trouver quelqu'un qui vient payer 3-4 fois plus que ce que le corps sportif avait payé, il faut déjà dire bravo à ce management first class du président de la Fédération camerounaise de football, avant de voir l'opacité partout. Alors, après votre victoire aux Jeux Olympiques avec les Lions, comment aviez-vous planifié la suite dans l'équipe nationale, et qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je ne sais pas s'il faut venir percer les abcès. Au fait, j'étais depuis 1997 appelé à l'équipe nationale, depuis 1996-1997 quand je jouais encore au Cameroun. Et je suis parti en Allemagne où j'ai signé à Braunschweig en 3e division et j'étais plus appelé. Jusqu'en 1999 quand le coach Le Chandre est arrivé et il était en stage avec les Lions en Allemagne. Et j'ai joué un match en levée de rideau au stade de Berlin, parce qu'il y avait un Camerounais qui jouait à Berlin, à Hertha Berlin, qui s'appelait Asfon Chami. Alors le staff était venu superviser Asfon Chami, et moi j'avais joué un match en levée de rideau, et c'est là où Thomas Nkono, le coach, qui était là, m'a reconnu. Il a dit non, ça c'est Serge Branco, il était au Cameroun, il a été appelé à l'équipe nationale. Alors le Chandri m'a dit voilà, Thomas Nkono organise son championnat, son jubilé au Cameroun, si tu peux venir que je t'observe, parce que je t'ai vu là, tu as de très bonnes dispositions. Alors le jubilé de Thomas Nkono, si les Camerounais se rappellent, à Douala et à Yaoundé, j'avais joué à Douala et à Yaoundé, et après ça, le Chandre m'a retenu. Donc j'ai fait 2 stages, il m'a retenu pendant les stages préparatoires de la CAN 2000. Malheureusement, j'ai fait quelques matchs pendant les matchs de préparation à Béziers, à Montpellier, à Amiens, et même au PSG, contre le Paris Saint-Germain, où on avait perdu 2-1, contre Okocha, Ronaldinho et tout. Donc j'ai fait les matchs de préparation avec les Lions pour la CAN 2000. Et au dernier moment, j'ai été remplacé, je ne sais pas comment, par magie comme ça, par un autre défenseur qui venait de Coton Sport de Garoua, qui s'appelait Hamga, et qu'on a amené à la Coupe d'Afrique parce qu'on voulait le vendre en Espagne. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il soit lion en Ontario pour pouvoir signer un contrat professionnel. Mais moi, comme j'étais déjà professionnel, j'étais plus vendable, puisque j'allais juste dans les 23 et je n'étais pas un joueur important. Donc c'est ce micmac-là qui m'a pas du tout plu.
Et comme moi, je ne sais pas garder ma langue dans la poche, je l'ai fait comprendre aux encadreurs qui étaient présents. Ils ont mal pris. Et donc, je n'ai plus été appelé. Mais, comme on dit, Dieu merci, quand les Lions sont qualifiés pour les Jeux Olympiques à Sydney, l'équipe Espoir, avec le coach Jean-Paul Akono, qui s'est souvenu de moi. Parce que mon histoire avec Jean-Paul Akono, il remonte à 1995. Quand je sors de l'école de football de Brasserie, je vais signer dans le canon de Yaoundé. Le temps, c'était le directeur général, c'était Dr Trophy Abega de Regretté Mémoire. Alors, je signe dans le canon et j'habite en Como, chez le Dr Abega, avec un footballeur qu'on appelait Siri Mangan, qui venait de Caïman de Douala. Donc, on loge chez le Dr Abega. C'est au moment où le canon a recruté Ouemelen, Kalakongo, Moukoko, tout ça. C'était le grand recrutement de canon. Alors, comme j'étais à l'école de Brasserie, et que je suis ma maman originaire du Onkam, de Bafang. Et on avait un entraîneur au Brasserie qui s'appelait Njonke Bonaventure, qui avait pris l'équipe de Unisport de Bafang. Et il me voulait à tout prix à Bafang. À Bafang, oui. Donc, il a tout fait pour que j'aille à Bafang, mais j'avais déjà signé dans le canon. Donc, il est arrivé, Unisport envoyé des gens en pleine nuit, à minuit, me kidnapper pratiquement, en Como, chez le docteur Abega. Et ils m'ont kidnappé à minuit, en Como, chez le docteur Abega, ils m'ont amené à Bafang. Oui. Étant déjà à Bafang, et je ne pouvais plus revenir. Vous étiez obligé de jouer. Non, et le canon a demandé le remboursement. Oui. Donc, Unisport a remboursé le double de ce qu'il m'avait donné. Et j'ai été libéré par le canon et j'ai joué à Unisport. Et j'ai été champion du Cameroun. J'ai été appelé à l'équipe nationale. Donc, c'est pratiquement Njonke Bonaventure qui est mon parrain, mon tuteur dans le football. Et qui a même été le témoin de mon mariage en 2000 à Douala. Donc, vous voyez que c'est une histoire un peu... Alors, quand ça arrive, à Kono, à ce moment, quand je signe dans le canon et que je loge chez le docteur Feu Regretté, docteur Abega, c'est Jean-Paul Akono, le coach du canon. On s'entraîne au stade malien et je suis pour lui un latéral, il comptait vraiment sur moi. Donc c'est comme ça qu'on se sépare en queue de poisson. Alors quand il qualifie les espoirs pour les Jeux Olympiques et qu'il sait que je joue en 3e division en Allemagne, et il pense à moi, il me dit, ah, Branco qui était à Bafang, qui est dans... Bon, il faut que tu viennes, puisque tu es jeune et tu étais quelquefois à l'équipe nationale, il faut que tu viennes renforcer mon équipe. C'est comme ça qu'il m'amène en stage à Pitbull, à la frontière du Luxembourg. Après on va en stage en Angleterre, à Paris déjà, dans un château en banlieue parisienne. Et puis on va en stage à Manchester, dans le centre d'entraînement de Manchester United, pour préparer les Jeux Olympiques. Et là, je l'ai convaincu. Et il m'a amené aux Jeux Olympiques. Et la chance que j'ai, c'est que Salomon Olembe, qui joue à Nantes, qui doit jouer la Champions League avec Nantes, n'est pas libéré pour les Jeux Olympiques. Parce que s'il était libéré, je n'aurais pas joué. Parce qu'à gauche, Olembe joue avec Weme. Et même quand j'étais appelé à l'équipe nationale, j'étais remplaçant parce qu'à gauche, il y avait Olembe Weme. À droite, il y avait Ndjita Peta Memaye. Et comme je suis latéral droit, latéral gauche, je ne peux pas jouer tant que ces 4-là sont là. Donc la chance que j'ai aux Jeux Olympiques, c'est que Olembe ne vient pas. Oui. Et là, je prends naturellement la place à gauche. Et Dieu merci, c'est ma chance, je la saisis. Et on gagne la médaille d'or et je suis champion olympique. Voilà. Et quand on revient de là, mon coach des Jeux Olympiques, Jean-Paul Akono, est nommé à l'équipe nationale. Ah, il commence à m'appeler. Il arrive une histoire où, vous savez, quand je joue en Allemagne, après les Jeux Olympiques, je signe à l'Eintracht de Francfort. Donc je suis en première Bundesliga, je suis titulaire, je suis un joueur confirmé. Et un ministre dont je ne vais pas citer le nom, dont son frère était le chef de délégation, à un match de Lyon, on allait en Corée du Sud, dans un tournoi à Séoul. Au retour du tournoi, il me dit, écoute, j'entends les joueurs acheter les Mercedes en Allemagne chez toi. On m'a dit qu'on achète des voitures. Je dis, non, comme je joue en Allemagne, j'ai 20% de réduction sur toutes les voitures Mercedes et les voitures allemandes, Audi, VW, Mercedes. Et il me dit, OK, on a besoin de voitures. Je ne sais pas si c'est pour le ministère ou si c'est pour son utilisation privée. Mais en fait, il voulait 10 Mercedes. Alors, je vais faire le devis, je lui envoie et je bloque de l'argent. Je donne une avance. Puisqu'en Allemagne, tu achètes et tu payes progressivement. Mais ici, tu prends l'argent cash. Alors, comme ça, je bloque les voitures. Il me fait une avance. Maintenant, j'envoie les voitures au Cameroun. Ça arrive au port à Douala. J'envoie les voitures au nom de ma maman, de Regretté Mémoire, qui est décédée aujourd'hui, et à qui je pense et que j'arrête de penser depuis 2010. Donc, alors quand les voitures arrivent à Douala, le chef de délégation qui est ou le frère ou le cousin du ministre, il veut retirer les voitures. Alors ma maman lui dit non, pour retirer, il faut payer le reliquat. Il faut payer le reste d'argent. Le monsieur lui dit non, le ministère des Finances pour débloquer, c'est une procédure, le gouvernement et tout. On lui dit non, c'est pas ça. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent. Alors le monsieur se fâche, il repart à Yaoundé et il dit que j'ai pas livré les voitures. Et alors on me dit ok, dans ce cas, au journal de 20h, non, le lendemain, je suis à la maison avec ma maman, les antigans ils sonnent. 3 policiers de la PJ. On a une plainte contre toi parce que tu n'as pas livré les voitures, tu as pris l'argent et tout. On m'amène à la PJ de Bonanjo.
Et j'appelle John Kep, qui est mon parrain, qui appelle le journaliste de regretté mémoire Ndiawe, du Messager, qui nous retrouve à la PJ. Alors dans le bureau du commissaire, j'explique, on me dit, ok, tu peux rembourser l'avance? Je dis oui, je rembourse l'avance tout de suite. Alors c'est comme ça que j'ai remboursé l'avance qui m'avait été faite et j'ai récupéré les voitures que j'ai revendues. Ouais. Mais après ça, 2 jours après, au journal de 20h, il y a la journaliste Barbara Kono qui lit un test selon lequel le ministre de la Jeunesse et des Sports a suspendu le footballeur Serge Branco de l'équipe nationale pour indiscipline et pourquoi fait extra-sportif. Voilà ce qui avait été lu et je n'ai plus jamais été appelé. D'accord. Donc c'est comme ça que je sors de l'équipe nationale en 2002. Donc après, je me suis dit, ok, si les gens ont le pouvoir et qu'ils peuvent me suspendre de l'équipe nationale parce qu'ils n'ont pas pu payer le reliquat de la voiture qu'ils ont commandée, je préfère rester en Allemagne et faire ma carrière là-bas et je continue ma vie. Donc c'est comme ça que je sors de l'équipe nationale. D'accord. Alors si on revient un peu, tout à l'heure vous avez dit, vous êtes, Samuel Eto'o vous a sauvé la vie lorsque vous étiez souffrant. Alors que répondez-vous à ceux qui estiment que, étant champion olympique, vous ne devriez plus être assisté de la sorte? Vous appelez quoi assister? Le fait que Samuel Eto'o soit à votre chevet. Je suis son ami d'enfance. Je suis malade, j'ai eu un accident. Oui. Et je me suis évanoui, j'étais dans le coma. Il a appris que je suis à l'hôpital, il est arrivé, il a demandé qu'on fasse tout pour que je me remette sur pied. Et il a dit il prenait tout en charge. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a fait que moi je ne pouvais pas le faire. Bon, vous savez, je vis en Allemagne depuis presque 27 ans. J'ai quand même une assurance en Allemagne qui ne couvre pas. Cette assurance allemande ne couvre pas les accidents ou les maladies hors Union européenne. Oui. Vous savez. Et étant dans le coma, il fallait m'opérer d'urgence. Et à l'hôpital, on a demandé de l'argent. C'est là où j'ai appris ici que si tu ne payes pas, on ne te paye pas. Moi, je n'ai jamais été malade au Cameroun. Mais il fallait quelqu'un pour payer. Et c'était des millions. Et alors, il fallait quelqu'un pour payer. Et mon ami, je lui dis encore merci pour ça. Il a décidé de prendre tout en charge et c'est une bonne chose. Donc, je ne vois pas pourquoi la polémique. Les gens ont voulu, ont voulu que je meure. Non, qu'il n'y ait pas de caution. Pas forcément, Serge Branco. Ils ont envie de comprendre. Il ne faut pas toujours voir ça du mauvais côté. Ils veulent comprendre. Il a quand même été champion olympique. Le fait qu'on voit comme ça et que Samuel Eto'o dise qu'il prend tout en charge, on a l'impression qu'on a quelqu'un d'assisté. Donc, maintenant que vous avez... Samuel Eto'o prend tout en charge, ça me fait faire des économies. J'ai des enfants en Europe, je dois payer les pensions alimentaires. Si 2 millions de moins... Vous comprenez donc Samuel Eto'o, il est milliardaire. Oui, Oriane, moi je ne le suis pas. Il est milliardaire, il est multimilliardaire. Je comprends. Quel multimilliardaire vient me payer ma facture à l'hôpital? Mais moi, il faut être con pour dire non. Au moins, ça me fait 2 millions d'économies et je peux réinvestir ça dans mes pensions alimentaires en Allemagne puisque je suis divorcé et que je paye une pension alimentaire. Si Samuel Eto'o pouvait venir tout le temps, payer mes maladies et mes soucis, ça me ferait faire des économies. Vous n'allez pas vous en vouloir qu'un milliardaire vienne payer votre facture à l'hôpital. Ça vous fait faire des économies quand même. N'oubliez pas que je suis Bouddha en plus. Voilà. Merci pour la précision. Maintenant, tout est clair. On a très bien compris ce qui s'est passé avant. Mais il faut préciser quand même que vous avez une carrière de footballeur professionnel à l'étranger. Vous avez fait plusieurs clubs dans différents pays. Mais une carrière quand même discrète. Qu'est-ce qui a été... pourquoi cela et quel a été, selon vous, le point culminant de votre carrière de footballeur? Oui, c'est ma suspension de l'équipe nationale en 2002, puisque j'étais sur une très bonne lancée. Je sortais des JO où j'étais dans l'équipe type des Jeux Olympiques. Et puis j'étais à l'équipe nationale où j'étais tout le temps convoqué. Et j'étais remplaçant de tous les joueurs, les immenses joueurs qu'il avait. Quand tu sois assis au banc et que tu vois Jérémy qui tape sur le terrain, Wemelen, Salomon Olembe, Itame Maye, Marc-Vivien Foué, José Désiré Diop, Samuel Eto'o, franchement, tu te dis c'est le sommet. Bon, mais après ça, j'ai eu une carrière discrète au Cameroun, mais aller en Allemagne. Aller demander en Allemagne qui est Serge Branco. J'ai joué à Francfort, j'ai quand même joué à Stuttgart, vice-champion d'Allemagne. J'ai joué à la Champions League. En 2004, j'ai joué contre Manchester, Cristiano Ronaldo. J'ai quand même en Allemagne, quand j'y vais même encore, je suis parfois appelé pour donner le coup d'envoi des matchs de Bundesliga. Donc ça veut dire que je suis reconnu chez moi en Allemagne. Si je ne suis pas reconnu au Cameroun, heureusement aujourd'hui, grâce à Samuel Eto'o, je suis peut-être reconnu au Cameroun. Encore ce Samuel Eto'o. Alors s'il était quelque chose que vous pouviez changer en remontant un peu le temps, est-ce que ce serait dans le football? Quelque chose a changé dans votre vie? Non, ce serait dans la vie privée. D'accord. Parce que vous savez, j'ai eu une enfance très difficile. Je vous ai dit, j'ai grandi à Noubel, au quartier Bana. Après, j'ai grandi en Gangué. C'était très dur. Je n'allais pas à l'école. On ne m'avait pas inscrit à l'école. Ma maman est allée à l'étranger.
J'avais pratiquement pas de nouvelles. J'étais chez mon oncle, ma petite soeur était chez un autre oncle, ma grande soeur était chez un autre oncle. Donc on a connu une enfance difficile. J'allais pas à l'école. Ce que je faisais, c'est 6 heures le matin, j'allais au marché central. C'est pas ce qu'on appelait maman porter. Donc porter les sacs. Oui, oui. Dans les moments où vous venez faire le champ, je porte le sac, vous me donnez 100 francs. Et on vendait le poste, on vendait les tôles. Les tôles, oui. Voilà, donc, et après l'après-midi, on allait jouer au foot. Donc j'ai eu une enfance très difficile et bon, Dieu merci. Et le soir, à 20 h, il y avait un supermarché à Bonapriso, je ne sais pas, on appelait Score. Il y avait les Blancs qui venaient dans les années 90. C'était Score à Bonapriso, à Bonadoumaoum, là. Donc on allait là-bas, Casino actuel, c'était Score. Donc on allait là-bas laver les voitures, on allait garder les voitures et on rentrait avec quelques pièces. Donc c'est ce que j'ai fait pendant toute mon enfance. Et vous savez, le fléau, à nous belle aussi, la délinquance le banditisme, la drogue et tout. Bon, c'est vrai qu'on était un peu trop jeune, on avait moins de 10 ans. Mais si j'avais quelque chose à changer, c'est ça. J'aurais aimé grandir dans une famille normale, avec un papa et une maman, aller à l'école et être comme tous les enfants. Et être entouré d'amour. Entouré d'amour, de parental et tout. C'est ce que je regrette. Mais j'ai l'impression que ça m'a aussi forgé. Parce que j'ai pu m'imposer en Allemagne, dans un pays très difficile, où beaucoup de footballeurs camerounais ne s'en sortent pas. Je suis pratiquement le seul footballeur camerounais qui a joué longtemps et qui est resté si longtemps en Allemagne. Avec peut-être Idrissou aussi, Mohamed Idrissou qui est arrivé après, et que j'ai même contribué à sa venue en Allemagne. Donc c'est un pays très difficile, il faut avoir vraiment beaucoup de morale et il faut avoir du caractère. Et c'est peut-être cette enfance à Nouvelle qui m'a forgé ce caractère. Donc c'est ce que j'aurais changé s'il fallait recommencer. D'accord. Alors parlons un peu des Lions U23. 5 viennent d'être suspendus. Ils se sont livrés à des jeux avec un pistolet en jouet. Selon vous, sanction sévère ou qu'est-ce qu'il fallait faire? Sanction ordinaire, parce que vous savez, quand on arrive à l'équipe nationale, on doit avoir un comportement exemplaire. Parce que c'est renvoyer l'image d'une sélection abracadabrante, une sélection qui va dans tous les sens. Déjà, vous jouez avec un pistolet, c'est pas très éducatif, c'est pas très bien. Et en plus, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Ça peut encore se faire en privé, mais quand ça se met sur les réseaux sociaux, ça renvoie l'image d'une équipe désordonnée, où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de discipline. Et je pense qu'avec cette décision, il faudrait que les gens comprennent qu'il n'y a pas de joueurs indispensables à l'équipe nationale, que ce soit à l'équipe A, que ce soit ceux qui jouent dans des grands clubs à l'équipe A et qui pensent qu'ils peuvent venir imposer ou alors créer ce qu'on appelle un noyau dur des anciens ou des grands frères avec qui on doit composer et il faut passer par eux pour créer l'équipe, pour appeler les gens. Ça, il ne faut pas laisser ça prospérer. Que ce soit au niveau A, avec personne à sa place assurée dans cette équipe, que ce soit au niveau U23, avec ce genre de jeu qu'on met sur les réseaux sociaux. Ce qui est grave dans ça, c'est que c'est quand on le met sur les réseaux sociaux. C'est ça que Mais on est en pleine compétition. Comment faire maintenant? Est-ce que cette sanction ne pouvait pas se faire après Parfois, cette sanction peut être un choc. Parce que vous avez vu le choc qu'on a eu au match retour à Blida, quand le président de la fédération, avec le coach, va tenir un discours dans les vestiaires. Il s'entraîne avec les joueurs, il motive les joueurs, il leur parle. Vous avez vu le résultat. Donc j'attends la même réaction pour le match retour contre l'Angola. Parce que c'est un joueur qui a été exclu. Il faudrait que les autres comprennent qu'on est là pour du sérieux, on est là pour se donner à fond. On doit être discipliné. Quand on n'est pas discipliné, même dans un match, on ne peut pas gagner. Alors, Serge Branco, une certaine opinion affirme que vous êtes l'un des plus grands disciples de ce qu'on appelle l'église de réveil de Tchinga. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il y a une église de réveil à Tchinga. Ah, vous pouvez parler de la FECAFOOT. Ah, ok, bon, vous faites quand l'église de réveil, c'est compliqué parce que, bon, si vous parlez de la FECAFOOT, l'un des plus grands disciples. Bon, ils n'ont qu'à apporter les arguments pourquoi ils le disent. Mais moi, comme je vous l'ai dit dès le début, j'ai la chance et j'ai l'honneur et j'ai cette possibilité d'avoir été ou d'avoir grandi dans le même quartier qu'un homme, une personnalité incommensurable, une personnalité mondialement inégalable. Et c'est la chance que j'ai eue. Et je ne peux que remercier le bon Dieu. Et ce que je fais, c'est, connaissant la personne, discutant de temps en temps avec lui, je connais ses idées. Et je vois qu'il est incompris par le peuple. Ce n'est pas moi qui va peut-être faire qu'il soit compris, mais je dois apporter ma modeste contribution. Parce que je sais ce que l'homme pense. Je sais la volonté qu'il a. Je sais la haine qu'il a. Je sais l'amour qu'il a pour sa patrie. Il est prêt à mourir pour le Cameroun.
Il a montré quand il était joueur. Aujourd'hui, il le montre en tant que dirigeant. Il est rentré au Cameroun, il s'est humilié. Il est humilité où il est allé dans les maisons des gens, dans les maisons des délégués, dans les maisons des candidats. Il a fait le tour du Cameroun pour montrer qu'il voulait être président de la FECAFOOT, pour montrer qu'il voulait changer les choses. Quand un homme se met comme ça, vous ne pouvez pas le suivre. Vous ne pouvez pas être son disciple. Les disciples de Jésus, les disciples de Dieu, ils n'étaient pas fiers de l'être. Donc moi, je suis fier d'être le disciple de Samuel Eto'o parce que je sais que je défends la bonne cause. Je suis footballeur d'abord. Et je connais les anciens Lions de 70, 80, 90, de quoi ils sont passés. Vous avez vu ici parfois, les gens, ils étaient contents de dire qu'un footballeur est mort à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de médicaments. Les gens étaient contents de dire qu'il prend la moto, il vend, il est cordonnier. Les gens, ils sont contents quand il faut rigoler des footballeurs, quand il faut s'en moquer. Mais maintenant qu'ils essaient de sortir la tête de l'eau, qu'ils essaient de se nager, qu'ils essaient de se prendre la main, pourquoi ça dérange les gens? C'est le football, c'est nous qui avons écrit les pages de ce football. Ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les docteurs, ce n'est pas les militaires, ce n'est pas les politiciens qui ont écrit les pages du football camerounais, c'est les footballeurs. Nos aînés l'ont fait, ils n'ont pas été reconnus. On remercie toujours le chef de l'État pour avoir offert des maisons au Lion de 90, parce qu'au moins une fois on a pensé qu'un footballeur qui a servi le Cameroun, qui a défendu les collèges du Cameroun, a le droit de se loger, a le droit d'être bien logé. D'autres vont dire, ouais, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait quoi avec? Mais quand ils gagnent là, et que vous courez dans toute la nuit, vous cassez les marmites, vous buvez, casez des bières, vous ne pensez pas qu'ils méritent récompense? Alors aujourd'hui que les footballeurs se prennent en main, aujourd'hui qu'un footballeur vient mettre de côté les gens qui n'avaient rien à voir avec le football, qui pensaient qu'à leur intérêt personnel, et qui pensent d'abord à l'intérêt des footballeurs, pourquoi ça dérange les gens? Que les autres aillent dans la médecine, ou dans l'armée, ou dans l'éducation, faire pareil, comme ce que le docteur Samuel Eto'o est en train de faire à la FECAFOOT. Les footballeurs ne s'en plaignent pas, au contraire, ils sont fiers, et ils sont tous unanimes derrière lui. Parce qu'il fait du bon travail, parce qu'il met les footballeurs aujourd'hui en valeur. Vous avez vu aujourd'hui, tout le monde veut jouer au foot. Les stades sont pleins. Vous avez vu à Garoua les playoffs, vous avez vu la Super Coupe, vous avez vu hier même au stade Ngouaikele, à Yaoundé, il y avait deux matchs. À la réunification également. J'étais au stade hier, Coton Sport contre Colombe et Bamboutos contre Yafoot. C'était plein à craquer, il y avait encore du monde à l'extérieur. Je me suis même demandé pourquoi on n'a pas joué ça à l'Omnisport. Mais on ne joue pas à l'Omnisport parce que, bon, je ne vais pas entrer dans les polémiques, parce qu'il y a un ministère qui ne pense pas mettre à la disposition de la FECAFOOT des stades. Et la FECAFOOT aurait aimé jouer ses matchs dans des stades. Mais c'est une procédure, il y a une hiérarchie, les stades n'appartiennent pas à la FECAFOOT. Donc pourquoi le ministère ne met pas toujours à la disposition de la FECAFOOT les stades? Ça, je ne peux pas le savoir, je ne suis pas dans les dossiers pour le savoir, mais c'est regrettable quand même. Alors, appartenance assumée et défendue, est-ce que le fait que le président ait pensé quand même à la génération 90, vous pensez qu'il y a espoir pour les champions olympiques de 2000? Mais bien sûr, notre coach Jean-Paul Akon était sur des chaînes de télé où il a pleuré, où il a dit qu'on nous a oubliés. Il a dit que les promesses n'ont pas été tenues. Vous voulez que c'est moi, si le coach Jean-Paul Akon nous parle, il n'est pas écouté. C'est moi, le modeste Serge Branco, qui a une modeste carrière qui va t'écouter. Donc on a espoir. Les doléances ont été faites. Je vous le dis, on a déposé ces doléances à la présidence. Et même le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, sait que les champions olympiques ont des doléances. Et je pense qu'il a beaucoup de boulot pour le moment. Ce n'est pas la priorité. La priorité, déjà, c'est la restructuration du football camerounais, c'est qu'un championnat se joue, c'est que les joueurs soient mis à l'aise. Et je pense que nous, les champions olympiques, on est tous en fin de carrière, en dehors peut-être de Carlos Kameni seul qui joue encore, mais on a le temps de s'asseoir après la Coupe du Monde ou après les restructurations que le président est en train de faire à la FECAFOOT, de voir si on pourra penser à nous déjà au niveau de la FECAFOOT avant d'attendre au niveau de la présidence. Mais on a toujours espoir. Serge Branco, merci. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous ai dit, c'est 90 minutes sans temps additionnel. Merci Oriane. J'espère que j'ai été à la hauteur et surtout j'espère que j'ai été comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai plus que dire ce que je ressens, et ce que j'ai vécu et ce que je pense. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain. C'est passé vite, hein, 90 minutes.